sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour à tous et à toutes. Oui, Christophe a changé de physique. Vous avez vu, il voit avec des lunettes différentes. Hein. On change complètement, elles sont beaucoup plus claires. Vous inquiétez pas, dans quelques secondes, il sera parmi nous, notre animateur, rédacteur en chef de l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Ne bougez pas un instant. Et aujourd'hui, gros programme. Ah oui, gros programme. Et pour nous accompagner, on va avoir la charmante, la belle, la sublime et la magnifique Audrey Pronossi. Salut Audrey. C'est pas encore ma fête, hein. Bonjour à tous les auditeurs. La fête de Saint-Audrey, c'est le 23, donc on va attendre un peu. Le 23 quoi? 23 juin? Ben oui. C'est pas encore. C'est pas encore. Voilà. Donc bonjour à tous. Voilà. Bonjour, on attend Christophe avec impatience. Effectivement, il arrive vraiment dans quelques instants. Vous savez, on dépend aussi de la technique et pour être complètement transparent avec vous, pour être honnête, et pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, on passe par StreamYard qui a fait une modification ce week-end et voilà, il est là. Et donc, il faut refaire une nouvelle combinaison de formation et de code. Il est là, notre grand, charmant et beau Christophe Fro. Oui, coiffeur est passé par là. Œil. Voilà, il y a un léger décalage entre le son et l'image, Christophe. Ça va s'arranger, mon garçon, t'inquiète pas. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis, tout va bien? Super. On commence le lundi avec une petite connexion technique embêtante, mais on est là en tout cas, c'est l'essentiel, les amis. Alors, on va tenter de régler les petites dernières modalités, bien entendu. Alors, une émission évidemment riche, bien entendu, puisque dans un instant, nous aurons avec Audrey Pronossi, la chance d'avoir quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup dans les médias et qui est directement bien concerné par l'affaire Adama Traoré, puisque c'est la sœur jumelle de Adama Traoré. Elle a donc le même âge, donc le jour de son 24e anniversaire, elle a perdu son frère jumeau, elle aussi, il est mort, vous savez dans quelles conditions, on fera le point avec elle, bien entendu, dans quelques instants, avec donc Awa Traoré qui sera avec nous, on reviendra sur cette grande mobilisation samedi dernier autour de demander justice donc pour Adama, mais aussi pour dénoncer les différentes violences policières. D'ailleurs, je crois que Audrey Pronossi et Philippe Boyaki, tous les deux, vous y étiez présents à cette marche Place de la République, enfin qui devait être à la base une marche, mais qui s'est finalement plutôt déroulé comme un sitting ou un rassemblement Place de la République, puisque la police a empêché le départ de cette marche qui devait conduire donc les participants à cette manifestation place de l'Opéra. Ce fut assez laborieux quand même, Philippe et Audrey. Ah oui, c'est clair. Bon. On va pas se mentir, au début, nous, on s'attendait tous à marcher. Comme tu l'as bien précisé, à la base, c'était une marche de Place de la République à Opéra. Et puis bon, il s'avère que ça ne s'est pas passé de la sorte. En tout cas, les forces de police donc ont nassé la Place de la République, effectivement. Et puis, ça a été aussi donc un choix du comité, en tout cas de respecter ça, mais beaucoup de personnes, en tout cas, peuvent penser que, en tout cas, le rassemblement ou du moins la marche qui était prévue n'était pas autorisée. Et non, elle était autorisée. Donc, pour le coup, ça a été d'autant plus une surprise. Voilà. Oui, effectivement, et je crois d'ailleurs que Philippe s'est pris quelques petites grenades, enfin des éclats de grenades. Voilà, des éclats. Un ou deux, pour être complètement honnête. D'ailleurs, surprenant, on vous invite à regarder le live que toute l'équipe a réalisé, les lives que toute l'équipe ont réalisé, samedi. Je pense à Audrey, je pense à Soraya et je pense à moi-même. Et enfin, donc, de rassemblement, puisque ce n'était pas une manifestation ou une marche, empêchée alors qu'elle a été autorisée à midi par le préfet allemand qui était sur place, qui l'a autorisée. Et à 14h, badaboum, non. Pour des raisons un petit peu très compliquées d'ailleurs, qu'on verra de toute façon sur les lives. Je pense que vous comprendrez la finalité, parce toutes les conditions étaient faites pour que ça dégénère vraiment et que ça s'envenime. Oui, vraiment. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc, il y a des moments, vous les voyez sur le live, et dont un moment à 28 minutes à peu près,
il y a une grenade de désencerclement. Je croyais que c'était fini, qu'ils n'avaient plus le droit de les utiliser. Visiblement, non, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été jetés. Et donc, elle a explosé à quelques mètres de moi. Et j'ai reçu un projectile qui m'a effleuré, enfin, qui m'a légèrement, voilà, je vous montre, c'est pas grand chose, hein, il y a pas de quoi s'en vanter, mais vraiment, c'est un bout de métal qui m'a balafré le bras, mais voilà. Mais on entend quand même que ça t'a fait mal. Hein. Mais vraiment, j'ai eu très très mal parce qu'en fait, j'ai eu d'autres éclats aux jambes et donc je vais pas vous montrer mes jambes parce que je suis coquet. Et puis surtout, c'est moins bronzé que mon bras puisqu'on a pris le soleil ces derniers temps aux manifestations. Mais vraiment, ça m'a fait mal et je vous dis, j'étais à quelques mètres. C'est-à-dire que j'étais pas, ça n'a pas éclaté à 10 centimètres. Moi, j'ai vu des journalistes tomber, plusieurs d'ailleurs, pendant la manifestation. Et ce qui était le plus surprenant, parce que vous savez que ces grenades, on n'a pas le droit de les jeter en l'air, il faut les faire rouler par le sol. Et entre les manifestants et les policiers, il y a 40 mètres. Donc, vous ne pouvez pas faire rouler une grenade de désencerclement sur 40 mètres, d'autant plus que c'est en pente. Donc, c'est pratiquement pas possible. Et forcément, les premiers qui vont morfler, c'est les journalistes. Alors, à moins qu'on ne souhaitait pas notre présence aux journaux indépendants et à France Maghreb de Laurent Forum, bon, ça arrive bien sur des pages, sur d'autres pages, donc il n'y a pas de souci, mais là, c'était vraiment surprenant. Et vous voyez en fin de vidéo, je suis en train de faire une interview de Jérôme Rodriguez, il y a lui, et on est, je crois, 3-4 journalistes autour de lui. Les manifestants sont vraiment très loin, ils sont plutôt vers Avenue de la République, en allant sur Bastille, en allant sur Nation, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus personne. Il y a nous et les forces de l'ordre, et Jérôme Rodriguez a été visé à 2 reprises par des jets de grenades. Voilà. Très bien. Bon, heureusement tout s'est bien fini, j'ai envie de dire. Alors, le programme de cette émission dans un instant, donc Awa Traoré, on va revenir sur toute cette mobilisation autour de l'affaire Adama Traoré, avec Audrey Pronosti qui est à mes côtés, bien entendu pour l'interroger. Excuse-moi, j'ai oublié de préciser parce qu'effectivement on était concentré sur en tout cas la mobilisation en elle-même, du moins sur le fait qu'elle a pas, ça s'est pas passé comme une marche, mais je pense qu'on aura sûrement l'occasion de revenir sur le fait qu'il y a eu un événement particulier avec le groupuscule identitaire qui a voulu effectivement casser un peu ce rassemblement et attirer l'attention sur eux en allant en fait en haut d'un immeuble et en voulant en fait dérouler une banderole en tout cas avec leur message à eux. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps puisqu'effectivement on aura pu voir que les voisins n'étaient pas d'accord avec ça, donc ils ont vite fait de déchirer la banderole. Mais ce qui était vraiment d'autant plus émouvant, c'est quand il y a un jeune garçon de 28 ans quand même, mais bon, qui est habitué. Acrobat 94. Voilà, Acrobat 94. J'ai pas réussi à trouver son nom, mais je vais le trouver. En tout cas, c'est quelqu'un en tout cas qui est habitué à faire ce qu'il a fait. Hein. On va pas se mentir, c'est pas le genre de choses qu'il faut faire tous les jours. Il est grimpé le long d'une gouttière et là, il a réussi. Il a grimpé le long d'une gouttière, il a réussi à enlever la banderole. Et c'était juste un moment magnifique. Alors là, vraiment, c'était spectaculaire. Spectaculaire. Effectivement, les images aussi ont été vues et revues. Magnifique en tout cas. Et d'ailleurs, je précise que ces mêmes membres de Génération Identitaire ont été interpellés, je dis bien, non menottés dans le véhicule de police. Ils sont ressortis quelques heures plus tard, sans avoir eu à être en garde à vue. Donc, ils n'ont pas été inquiétés. Ils s'en sont même vantés sur Twitter. Donc, voilà, tout va bien dans ce pays. Voilà. Alors, dans un instant, donc, Awa Traoré. Tout à l'heure, changement de plateau à 17h avec les rendez-vous d'Anna, comme chaque lundi, avec un acteur et réalisateur. Alors, pour vous dire que cela, c'est la voix française de grands acteurs noirs américains qui sera avec nous tout à l'heure. Bruno Henry, invité de Anna Guézard-Boicaz tout à l'heure à 17h. Et puis, de nouveau, un changement de plateau avec Yasmina Omad qui interrogera Ahmed Ben Saada, qui est l'auteur du livre Enquête, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien. Un invité qui crée une certaine polémique, bien entendu, en Algérie, Ahmed Ben Saada, qui sera avec nous depuis le Canada sur France Maghreb 2. Voilà une belle émission
Alors, dans un instant, je l'espère, on aura le temps de faire un rapide quiz sur l'éphéméride, puisque vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 15 juin. Mais pour l'instant, on va mettre un petit peu d'argent dans les caisses. Et c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors, Philippe, Audrey, chers amis auditeurs, on est en live sur Facebook France Maghreb 2, sur Christophe, le Grand Forum, évidemment. N'hésitez pas, les amis, à nous rejoindre, à partager. Voilà. Bon, j'ai une petite info à vous donner. Comme ça, je vous la donne. Vous voyez que demain matin, branchez-vous sur CNews à 10h30. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais je vais débattre face à Jean Messiha, alias Hossein Messiha, devenu Jean Messia, parce qu'au RN, on a un peu de mal apparemment avec les noms à consonance, donc on lui a demandé d'avoir un nom bien francisé, ce qu'il a fait. Donc il sera avec moi demain pour débattre. Alors le thème, c'est Assa Traoré, pourquoi fait-elle trembler la République? Voilà. Donc invité de Morandini sur CNews demain. Ça reste, faut le voir comme une chance, Christophe. Ah oui, bien sûr. Pareil qu'il est sympa en plus. Hein. Non, surtout, c'est que ça te permet, en tout cas, au moins il y a un débat dans le sens où il y a deux personnes qui peuvent se contredire. Et ça, c'est une chance. Faut le voir comme ça, en tout cas. Ouais, on va tâcher de le voir comme ça. Ah, mon Philippe. Bah oui, de toute façon, il faut pas le voir autrement. Non, mais ça, tu passes le salem de ma part. Ouais, d'accord. Tu le connais? Tu vas être content, oui. je pense. C'est un pote, Jean. Ah d'accord, ok. Ouais. T'as le drôle de pote, dis donc. On va de temps en temps à la chasse ensemble. Ah, ça doit être. Ça doit être super sympa. C'est quoi les sujets de discussion quand vous partez à la chasse? Ah c'est les gens qui n'arrivent pas à s'identifier à notre nation, quoi, tu vois. Ce groupe le mot à la mode, c'est assimilation. Islamistes gauchistes banlieusardiens qui veulent renverser la République, l'ordre bien établi, qui violentent nos forces de l'ordre, qui refusent de se faire étrangler proprement. Enfin, tu vois, des trucs sympas, quoi, le matin petit-déj. D'accord, ok, sympa. Alors, je dis pour nos auditeurs qui nous écoutent pas, qui nous voient pas, c'est du deuxième degré. Et surtout ceux qui me connaissent pas, ils vont dire, mais c'est quoi ce bouffe? Oui, fais gaffe, hein, Philippe, parce qu'après, on va dire, ce mec-là. Voire du quatrième. Mais en même temps, tu sais que c'est légal, hein, de dire ça. On a le droit. Hein. De quoi on a le droit? Alors, on a le droit de critiquer l'islam en France, il faut le savoir. Hein. Le droit de blasphème. Ouais. C'est même recommandé d'ailleurs. D'opinion. Il y a des prescriptions médicales, tu vois. Je vais à Sainte-Anne, il me faut des prescriptions 3 fois par jour et tu finis comme Zemmour. Non, mais la critique est autorisée, c'est pas ça. Alors, vous avez vu ce qui se passe pour Zemmour? Qui se passe quoi? Il a porté plainte parce qu'il y a le numéro de téléphone de Zemmour qui circule sur les RS. Non. Mais non. Ah, si, il a porté plainte. Non, mais cela dit, c'est pas bien. Non, c'est clair que. Non, mais sérieusement, c'est pas bien. Moi, je m'attaquerai toujours à ce genre de procédé. Bien sûr. Si on doit combattre Zemmour, c'est en débat, argument contre argument. C'est tout. Avec les idées. Voilà. C'est d'aller d'insulter ou de je sais pas quoi, c'est vraiment pas la bonne méthode. Voilà. Il faut quand même respecter l'interlocuteur. Zemmour est loin d'être con, hein. C'est quelqu'un d'intelligent. Mais même n'importe qui, de toute façon, n'importe qui. Oui, n'importe qui, de toute façon. Oui, effectivement, tu as raison. Mais on n'est pas là pour s'en prendre directement à la personne parce qu'on n'est pas d'accord avec elle. Voilà, à chacun d'entre nous d'aller essayer de le combattre, de combattre ses idées, je précise. Je sais pas si on passe son temps à combattre ses idées, en vérité. Je sais pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, moi, ce que je propose, je suis pas favorable à perdre du temps à combattre ses idées. C'est un point de vue. Mais à partir du moment où il a une exposition, on peut pas non plus. Il faut qu'il y ait une confrontation d'idées. Non, mais ça sert à rien. C'est trop facile dans ces cas-là. Mais écoute, je vais dire un argument simple et tu pourras me sortir tous les arguments du monde, tu pourras pas le démonter. Moi, il y a 5 millions de chômeurs en France, 5 millions d'émigrés. CQFD. Et ça fonctionne super bien. Et tu peux sortir tous les arguments. Audrey. Là, on parle. Mais si tu peux, justement, tu peux dans le sens où. C'est des raccourcis, tout ça. Mais d'accord, mais tu prêches un convaincu. Je suis juste en train de te dire qu'avec des gens qui sont déterminés comme Thaïs, je savais pas que ça s'appelait Thaïs. C'est pas français d'ailleurs, Thaïs. Ouais, mais bon, au moins elle est assimilée. Celle de Génération Identitaire. Ah, stop. Voilà. Oh là là, tout est prévu. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de programme, les amis, avec nos invités, parce que là, StreamYard, ils nous ont fait un petit truc sympa pour démarrer la semaine. Mais non.
tout va bien, très bien, formidable. Alors, DJ Nabil, il est où? Il est là, on va lui remettre le micro. Salut mon Nabil. DJ Nabil. DJ Nabil. Tu lui remets le micro, s'il te plaît? Ouais, Voilà. le micro est coupé. Voilà. Remets le micro à DJ Nabil, s'il te plaît. Voilà. Merci beaucoup DJ Nabil, comment ça va? C'est pas moi pour le micro. Ça va très bien. Et toi? Oui, très très bien. On t'entend mieux que d'habitude. Tu auras Yasmina Omad tout à l'heure qui sera face à toi, journaliste qui va interroger Ahmed Ben Saada pour parler de ce livre polémique sur le Hirak algérien. Mais pour l'heure, un petit quiz avant que Awa Traoré nous rejoigne dans un instant. Des petites questions en rapport à ce qui s'est passé un 15 juin, les amis. Allez, c'est parti. Vous pouvez jouer aussi, vous qui nous regardez sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. N'hésitez pas. Vous pouvez souffler. Voilà. Alors, les cendres de quel savant et physicien sont transférées au Panthéon en 1948? Curie. Non. Einstein. Non, pas Einstein. Physicien. Physicien, savant et physicien. On a transféré ses cendres. Il a déjà dit Curie. Panthéon. Français. Un physicien. Oui. Français bah oui. Basile Lecoq. Bah oui, non. Il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui portent son nom. Ben oui, c'est qui fait les vaccins là. Non, c'est pas Pasteur. Mais non, mais moi comme une imbécile. Allez, les auditeurs, je suis sûr que vous allez trouver au moins. La question. Faut pas que je t'écoute, toi, Nabil. De quels savants et physiciens sont transférés au Panthéon en 1948? Le 15 juin. Le 15 juin, évidemment. Eh oui. C'est pas Curie, c'est pas Pasteur. Non. C'est pas. Pasteur, en plus, il est pas physicien, donc du coup, ça pouvait. Son prénom est Paul. Paul. Mais attends, mais c'est quoi ça? Paul. Paul Langevin? Paul Langevin est une excellente réponse, bravo. Paul Langevin était un savant. Mais je savais pas. Et physicien, monsieur. Mais Paul Langevin, il était caviste là. Non, il était savant et physicien. On a transféré ses cendres au Panthéon en 1948. Voilà, sachez-le. Inauguration en France d'un premier hypermarché en 1963. Lequel? Auchan. Mammouth. Non. Leclerc. Non. Carrefour. Carrefour, Audrey pour le style. Bravo. Je précise que je suis sur mon téléphone, mais que j'envoie un texto, que je ne triche pas. Hein. Je le précise. Oui, mais moi, non, mais je le précise. T'as une qualité de la caméra, elle est fantastique, Audrey. Tu peux nous mettre Audrey. T'as dit mammouth, Nabil. Ouais, il a dit un gros, je suis sûr. T'as dit mammouth. J'ai dit mammouth en premier, ou là j'ai dit Carrefour après. Tu veux le ralenti? Ouais, mais les Wallah, ça censure direct. Ça fonctionne pas. Ça fait. C'est pas grave. Qui fut élu deuxième président de la 5e République en 1969 à l'âge de 57 ans? Pompidou est une excellente réponse. Georges Pompidou, qui ne finira pas son mandat parce qu'il est mort le 2 avril 1974. Le premier, c'est De Gaulle. Non, mais qui c'est le premier là qui l'a dit là? Moi? C'est Philippe. Non, c'est Philippe. Là, c'est Philippe. Ah oui. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, David? Mais il est fou. David. Mais c'est pas grave, vous savez quoi? Il y a la podcast. Je sors la podcast, je vous l'envoie ce soir. Il n'y a pas de problème. Tu veux, t'es malade ou quoi? Là, franchement, on t'entend comme d'hab, mieux que. Donc là, franchement. Je cherche, quatrième question. Je cherche un musicien et humoriste français décédé en 2006. Musicien? Il est né le 9 novembre 1922 en Belgique. Musicien et humoriste. Musicien et humoriste. Et belge en plus. De Vos? De Vos, c'est une excellente réponse, mon cher Raymond De Vos. Oui, il était belge. C'est pas vrai, on est infiltrés. Ils sont partout, ces Belges. Incroyable. Maintenant, on est à côté. Donc, Attends, mais Brel, De Vos, Stromae, ça suffit. Je cherche un humoriste, artiste de musical, acteur, mais aussi scénariste, français, né à Alger en 1934. Alors, il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort le 28 mai 2020. C'est un scénariste? Bedos est une excellente réponse. Miguel Bedos. Voilà, mort le 28 mai 2020. Bravo, Boroyaki. Autant. Alger, tu m'as dit, il est né à Alger aussi. Je cherche un chanteur français né en 1943 à Paris. Une carrière impressionnante, extraordinaire. 40 disques d'or, 22 de platine, 5 de diamant. Johnny Hallyday est une évidente bonne réponse. 10 victoires de la musique. Johnny Hallyday, qui, vous le savez, décédé le 6 décembre 2017.
Dernière question. Un parcours presque sans faute de Boyaki. Presque. Je cherche. J'ai eu 2 points quand même pour une fois. Oui, c'est pour ça que j'ai dit presque. Je cherche un journaliste, mais aussi animateur de télé et de radio, né en 1949. Il est toujours en poste sur une grande radio nationale. Foucault. Non. Non, je cherche son nom. Il a annoncé d'ailleurs qu'il arrêterait. Bourdin. Bourdin est une excellente réponse. Je l'ai confondu avec Jean-Jacques Duhamel. J'allais dire bon Duhamel. anniversaire. Massacré. Bon anniversaire, Jean-Jacques. Voilà. Bon, Nabil, ça va? T'acceptes ta défaite encore? Ouais, bah là, il n'y a pas photo. Bien joué, Philippe. Voilà, merci. Ouais, mais ce qui est bien avec Philippe, c'est qu'il a la victoire modeste. C'est ça qui est génial. Regarde, j'ai une petite coupe pour une petite victoire. Ouais. Et bah, garde là ta coupe, voilà. Avec Audrey, on est obligé de discuter en disant on laisse gagner Philippe, sinon il va passer dans les après-midi. Donc, non, mais laisse-le. DJ Nabil, je compte sur toi pour bien accueillir Yasmina. Alors, je sais pas comment vous allez gérer votre truc. Moi, je sais pas pour qu'on puisse la voir. J'en sais rien. Tout sera improvisé, on verra. Bon, en tout cas, il faudra qu'elle soit là à 17h25. C'est le rendez-vous pris avec Ahmed Ben Saada. Elle sera en charge de l'interviewer, journaliste Yasmina Oumad sur France Maghreb 2 tout à l'heure. Awa Traoré n'est pas là? Si, bien sûr. Allez bien, on va l'accueillir de suite sans plus tarder. Awa Traoré, bonsoir et bienvenue dans le Grand Forum. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la sœur jumelle de Adama Traoré. Vous êtes de Valence et vous avez participé à cette marche nationale pour demander justice pour votre frère jumeau. C'était à Marseille en ce qui vous concerne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment ça s'est passé à Marseille? Est-ce qu'on vous a laissé marcher? Oui, on a pu marcher dans Marseille. La manifestation s'est très bien déroulée. Et voilà. C'était très bien. Alors, est-ce que vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'est passé, notamment à Paris, et l'impossibilité pour le comité Adama Traoré de pouvoir faire cette marche et les milliers de manifestants qui étaient présents place de la République? Vous avez suivi ce qui s'est passé. Quelle est votre réaction? J'ai suivi ce qui s'est passé via la télé et en fait, ils ont été bloqués. En gros, ils n'ont pas pu continuer leur marche. Ouais. Voilà, c'est un peu décevant, mais bon. Après, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que les forces de l'ordre, donc comme d'hab. On subit. Alors, Awa, avant de laisser Audrey pronostic, il y a beaucoup de questions à vous poser. Ça fait que 4 ans, le 19 juillet 2016, donc à Beaumont-sur-Oise, que votre frère est décédé dans cette gendarmerie. Vous êtes sa sœur jumelle. Est-ce qu'aujourd'hui, je suppose que le deuil n'est toujours pas fait? Le deuil ne sera jamais fait tant que les gendarmes concernés dans la mort de mon frère ne sont pas inculpés ou qu'il n'y ait pas de jugement, quoi. Le deuil ne sera jamais fait tant que ces gendarmes ne payent pas. Ouais. Et vous entendez évidemment aller jusqu'au bout. Audrey pronostic. Bonjour Awa Traoré. Alors effectivement, j'ai plusieurs questions à vous poser par rapport donc au début, en tout cas. Alors cette affaire, évidemment, on en a parlé depuis, en tout cas, le décès de votre frère jumeau le 19 juillet donc 2016, on le rappelle. Là, moi, je voulais juste revenir par rapport aux différents mouvements. Alors, il y a eu le 2 juin. Le 2 juin qui a rassemblé quand même 80 000 personnes, on le rappelle. Maintenant, on va revenir sur celui de hier qui a rassemblé presque entre 100 et 120 000 personnes. Selon les organisateurs, précise. Selon les organisateurs, la police, c'est pas les mêmes chiffres. Effectivement. Merci Christophe. Donc, selon les organisateurs. Moi, j'aimerais avoir votre avis par rapport à différentes déclarations qui ont été faites en marge du rassemblement, parce que le rassemblement, ça reste quand même pour avoir justice et vérité, comme c'est écrit sur les slogans, sur ce que vous ne cessez de répéter. Et bien évidemment, en tout cas, bon nombre de personnes sont descendues dans la rue pour vous suivre. Sauf que effectivement, il y a eu un certain nombre de personnes qui étaient présents et qui ont dit, en tout cas, un certain nombre de déclarations qui ont été antisémites. Et moi, je voulais avoir votre point de vue
par rapport à ça, justement, parce que beaucoup qui pourraient être contre votre mouvement pourraient s'en servir. Et donc, moi, je voulais avoir votre avis. Après, nous, nous, notre mouvement, c'est vraiment pour ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est-à-dire les crimes commis par les forces de l'ordre, qui soient toujours couverts par l'État. Nous, aujourd'hui, on est là pour toutes ces personnes-là. Après, par rapport à d'autres mouvements, non, en fait, nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est vraiment là pour que les crimes commis par ces forces de l'ordre cessent, quoi, en fait, que les choses changent. On n'est pas là pour d'autres choses. Et alors justement, ce que je voulais vous demander, on a vu que effectivement, la marche n'a pas pu avoir lieu. Est-ce que pour vous, vous l'avez vécu comme une injustice ou finalement, c'est pas si important que ça, puisque de toute façon, les gens étaient au rendez-vous. Donc comment vous l'avez vécu quand vous avez découvert ça justement à la télé, comme vous venez de nous le préciser? Je l'ai vécu comme une injustice. Ouais. Je me dis, après, quand on voit que les policiers manifestent près de l'Arc de Triomphe, c'est un peu surprenant, quoi. On se dit qu'ils ont, en gros, on nous montre clairement qu'ils ont tous les droits et qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens français, on n'est pas traités de la même façon, quoi. Aujourd'hui, nous, on a des revendications et en gros, on nous fait comprendre, non. Et alors du coup, finalement, le comité Adama, en tout cas, a décidé de ne pas aller à l'affrontement parce que c'était pas le but, en tout cas. Que pensez-vous, en tout cas, de cette décision? Parce que finalement, il y avait énormément de jeunes qui étaient, en tout cas, présents. Il n'y avait pas que des jeunes, mais il y en avait beaucoup, en tout cas. Donc, en tout cas, la décision de ne pas aller à l'affrontement, c'était quelque chose de voulu, en tout cas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Parce que bien sûr, il y a toujours eu ce mot d'ordre, c'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour faire de la violence, on n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour faire la guerre, on est vraiment là pour que justice soit faite pour notre frère. Oui. Et voilà, si après il y a des débordements, c'est vraiment pas nous, c'est pour notre volonté. Aujourd'hui, nous, on a toujours eu des mouvements pacifiques, donc voilà, c'est pas notre but à nous. Du coup, quand vous êtes parti à Marseille, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez vécu le rassemblement, un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé quand vous êtes arrivé en tout cas sur place? Déjà très bien accueilli par les militants de Marseille, qui m'ont un peu, parce que moi je connais pas bien Marseille, qui m'ont un peu expliqué leur mode de vie, ce qui se passe réellement dans Marseille et qu'on n'en entend pas parler dans les médias. C'est-à-dire les violences faites par les policiers sur Marseille. Où, voilà, on n'en entend pas parler, on n'entend que souvent parler de Paris, voilà, ses alentours, mais jamais de Marseille. Et en fait, j'ai rencontré énormément de familles de victimes. D'accord. Et en fait, c'est choquant parce que ces gens-là qui ont perdu des membres de leur famille, ils ont subi des violences et qu'on n'en entend pas parler. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment, comment dire, le monde. En gros, pour moi, Marseille, c'est une ville abandonnée, quoi. Tout le monde s'en fout. Voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est les forces de l'ordre qui gèrent un peu Marseille. Et les citoyens français, les citoyens marseillais. Alors, Awa Traoré, comment vous vivez, vous, cette surmédiatisation de votre famille en ce moment? Je le vis comme en gros, comme je sais pas comment dire, pour moi, c'est une chance que nous, la famille Traoré, on puisse être médiatisés comme ça et que notre parole puisse être entendue. Pour moi, c'est vraiment. Alors, si toutefois, on arrive peut-être à faire emmener les gendarmes au tribunal, les gendarmes mis en cause, bien sûr, mais qu'ils ne seront pas condamnés comme beaucoup d'exemples dans ce type d'affaires. Est-ce que vous serez quand même satisfait ou alors c'est la condamnation qui fera que la satisfaction sera au rendez-vous et que justice sera rendue vis-à-vis de votre frère? Pour ma part, nous, on veut la vérité, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on nous cache la vérité, on nous ment, on salit le nom de mon frère. Non, on veut la vérité. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une condamnation faite par les gendarmes, qui soit en gros mise en examen, on lâchera pas. Hein. On lâchera pas. Parce qu'aujourd'hui, nous,
On n'y était pas le jour du décès d'Adama. Les premiers procès verbaux qui ont été écrits, ils ont été écrits par des gendarmes. Et ils ont tout écrit. Ils ont écrit exactement dans quelles circonstances ils ont interpellé Adama, comment ils l'ont neutralisé. Voilà. Aujourd'hui, nous, on n'y était pas. Et ces procès verbaux, pour moi, ils sont importants dans l'affaire d'Adama, qui montrent réellement que les gendarmes ont été, qui sont coupables. C'est eux qui ont tué Adama. Comment vous nous expliquez aujourd'hui que dans le comité Adama, ça soit votre sœur, Assa, qui ait pris la tête de ce combat finalement? Ça s'est fait naturellement? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement. Aujourd'hui, Assa, ça a été une personne c'est la plus grande de notre famille et c'est l'une des personnes qu'on respecte énormément. Et aujourd'hui, le combat qu'elle mène partout, nous, en Asie, on est toujours là auprès d'elle. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Oui, il y a évidemment toute la famille qui est à fond derrière Assa, derrière le comité Adama, derrière ce combat. Et vous êtes une famille soudée aujourd'hui. Exactement, on a toujours été soudés, on restera toujours soudés. Et comme je le répète, on a cette chance d'être nombreux dans notre famille et de se retrouver un peu partout dans la France. Donc voilà, on mène notre combat un peu partout dans la France. Pour nous, c'est très important. Audrey ? Les violences, elles ne sont pas que sur Paris, elles sont partout. Ben justement, je voulais rebondir là-dessus. Vous habitez donc du côté de Valence, donc au-delà de ces manifestations qui ont été faites ces derniers jours, bien évidemment, vous menez ce combat depuis 4 ans. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites, en fait, vous à votre échelle, en tout cas dans votre région, en fait? Bah pour ma part, moi je travaille, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Mais, voilà, à chaque manifestation qui s'organise, j'essaie d'y être. Voilà, j'habite Valence, mais voilà, je me rends à côté de Lyon, de Grenoble, de Saint-Étienne, de Marseille, de Montpellier, donc à chaque vous êtes bien placé. Ouais. Voilà, je suis bien placé, donc à chaque fois j'essaie de m'y rendre. J'ai mon frère Lassana qui est sur Bordeaux, qui lui essaye de se rendre aux manifestations de Bordeaux, de Toulouse et tous les alentours, quoi. D'accord. Donc, le combat, comme je vous ai dit, on est nombreux et on est un peu dispersés dans la France et voilà. Et voilà, aujourd'hui, on est la preuve. Aujourd'hui, Assa est médiatisé parce que le combat se passe sur Paris. Le combat se passe sur Paris, mais les violences policières, elles sont partout. Je le répète. Effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça a été un choix, j'allais dire, de toute la famille de ne pas se rendre à l'invitation ou à la convocation, appelez-le comme vous voulez, de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui avait voulu recevoir votre famille? Vous étiez tous d'accord pour ne pas y aller? Oui, on s'est tous concertés, on était tous d'accord parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 4 ans qu'on se bat. Le 19 juillet, ça va vraiment faire 4 ans et pas d'actes. Aujourd'hui, nous, on veut des actes, on veut que ces gendarmes-là puissent être jugés. Et on ne peut pas, non, ça fait 4 ans. Après, on pourra parler avec cette personne. Après, mais pour l'instant, non. Awa, quelle est la suite à donner maintenant après ce qui s'est passé samedi un petit peu partout en France, à Paris bien entendu, mais aussi à Marseille, vous y étiez, et dans plusieurs grandes villes de France. Quelle est la suite à donner à ce mouvement pour ne pas faire relâcher la pression? On continuera à sortir dans les rues. On continuera à sortir dans les rues pour que justice. Tant que les gendarmes ne seront pas convoqués ou les témoins clés de l'affaire d'Adama ne seront pas convoqués et que l'affaire mène son chemin, en gros, c'est-à-dire que les gendarmes soient entendus et il y ait un jugement, on n'arrêtera pas, on sortira dans les rues. Est-ce que vous êtes prêt aussi également, je pense que vous l'avez fait, mais je vous pose quand même la question, aujourd'hui vous avez cette médiatisation, votre famille a cette médiatisation, est-ce que si c'est pas l'occasion de pouvoir médiatiser d'autres affaires de violences policières, et c'est pas ce qui manque à Awa Traoré? Est-ce qu'il y a une volonté aussi du collectif de pouvoir aussi mettre en avant toutes ces personnes qui se battent comme vous pour obtenir justice et vérité? Et c'est ce que je répète encore, c'est pour ça qu'on essaie de se mobiliser un peu partout dans les villes, parce que voilà, les violences policières, elles sont partout. Les gens meurent tout. Parce que souvent, pardon, excusez-moi, les gens, ils meurent pas que à Paris, ils meurent partout. Donc pour nous, c'est important de pouvoir représenter ces familles-là, de pouvoir être là, de pouvoir soutenir ces familles-là. Pour nous, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que on est partout et on essaie d'être auprès de ces familles-là. C'est malheureux, hein, ça nous fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, moi, j'habite Valence. Avant le décès d'Adama, voilà, j'avais pas cette vie-là. Aujourd'hui, j'ai changé ma vie par rapport à ce combat-là. Parce que j'ai vécu ces choses-là.
on a été aidés par des personnes qui, eux, ont vécu ces drames. Donc, nous aussi, c'est important d'être là pour ces familles. Très bien. Alors, on a compris en tout cas la détermination, Audrey, de la famille Traoré, de Awa Traoré. Pourquoi on ne vous voit pas souvent, vous, dans les médias, Awa Traoré? C'est un choix? Non, c'est pas un choix. Je suis dans toutes les manifestations, presque. Mais comme on dit, moi, je suis sur Valence. Et comme je le répète, les autres villes, on les entend pas, quoi. Ouais. Les autres villes, les médias ne viennent pas ou voilà, sont abandonnés. Donc, aujourd'hui, j'ai manifesté à Marseille. J'avais fait plusieurs manifestations sur Saint-Étienne, Grenoble. Je suis là, hein. Je suis là et merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation et d'être là dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. L'occasion aussi de découvrir un petit peu d'autres personnages de la famille Traoré, nombreuses, vous l'avez dit. En tout cas, que répondez-vous à ceux qui, à longueur de plateau, parlent de votre famille, vous salissent, parlent de la famille Traoré comme une famille de délinquants? Pas plus tard que la semaine dernière, justifiant même presque, c'est pas presque, c'est justifiant même le fait que votre frère ait été, entre guillemets et entre toutes parenthèses, selon Julien Oudoul, un délinquant, et c'est pour ça qu'il serait mort et non pas parce qu'il était noir. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce type de déclaration? Et ce n'est pas la seule. Oui, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, en France, à ce que je sache, la peine de mort, elle n'est pas autorisée, elle est interdite, donc c'est pas une raison. Et mon frère n'était pas un délinquant. Avant de pouvoir juger une personne, il faut savoir vraiment qui elle est. Aujourd'hui, ils ont jugé mon frère, ils essayent de salir mon frère, mais ils ne savaient pas qui était Adama réellement. Donc, ces personnes-là, ils sont juste là pour faire du mal. Ils sont juste là pour nous faire du mal et il faut savoir une chose, que ça ne nous arrêtera pas. Hein. C'est pas pour une raison. C'est pas qu'on. En France, non, on tue pas parce que voilà, on est noir, on est arabe, on est voleur ou on est tueur. Non, on tue pas en France. On est condamné et on est puni par la justice. Dernière question, Audrey. Oui, dernière question, Awa, que je voudrais vous poser. Donc, effectivement, un peu dans le même ADN, les personnalités, en tout cas du Rassemblement national ou du moins de l'extrême droite, vont chercher à forcément utiliser, en tout cas, ce mouvement pour, en tout cas, rallier ou détourner les choses, en tout cas, à leur cause. Quand vous entendez le discours de Marion Maréchal Le Pen qui parle du décès de votre frère jumeau comme d'une mort accidentelle, comment vous forcément quand vous avez entendu ça, j'imagine que ça a suscité une réaction assez vive. Donc, qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté? Pour ma part, j'ai trouvé ça bien bas de la part de Marion Maréchal. Franchement, elle connaît. Voilà, pour moi c'est bas. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que cette personne-là, elle connaît rien d'Adama, elle connaît pas la vie d'Adama, elle connaît pas l'affaire d'Adama, elle connaissait rien et elle permet de juger mon frère. Aujourd'hui, nous, voilà, on va se battre contre ces personnes, hein, parce que on commande pas ce qu'on connaît pas. Je suis désolée. Dernière question, Awa, comment on va? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant celle il y a dû beaucoup de larmes qui ont dû couler sur son visage. C'est votre maman. Comment va-t-elle aujourd'hui? Comment vit-elle tout cela? À l'heure actuelle, ma mère, ça fait presque 4 ans, elle est dans le combat. Ma mère, elle lâche pas. Elle a beaucoup pleuré, mais elle s'est relevée bien vite grâce à nous, ses enfants, parce qu'elle a vu qu'on se bat. Il y a d'autres mamans qui n'ont pas cette chance-là. Hein. Il y a d'autres mamans, la mort d'un enfant, surtout dans ces conditions-là, elle baisse les bras. Ma mère, elle n'a jamais baissé les bras. Elle continue, elle est là auprès de nous, à nous soutenir dans ce combat-là et elle lâchera rien. Rien. En tout cas, vous demandez justice et vérité, comme l'ensemble de votre famille, comme le comité Adama. Et donc, vous nous avez annoncé donc, que le combat continue, que la demande de justice et de vérité va se poursuivre dans les rues, comme ça s'est fait samedi dernier, avec donc d'autres infos et d'autres appels à manifester à suivre, bien entendu, dans les quelques jours à venir. Merci beaucoup à Awa Traoré, en tout cas, d'être intervenu dans le Grand Forum. En exclusivité, on peut le dire presque. Oui. Merci beaucoup, Awa. Merci beaucoup, Awa Traoré. Merci. Merci, Awa. Et à très bientôt. Bon, et bien voilà, les amis, c'est fut un moment authentique, comme on les aime dans le LGF finalement. Voilà. Oui, c'est clair. C'est intéressant aussi d'avoir d'autres points de vue. Donc, oui. Absolument. Allez, dans un instant,
on va changer de plateau. On va saluer notre Audrey nationale qui va rester un tout petit peu avec nous parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires durant cette interview. On va les relayer dans un instant et pendant la pub. Et dans un instant, côté radio, on aura Anna Guézard-Boicas qui, comme tous les lundis, vous le savez, eh bien, c'est les rendez-vous d'Anna. Et on va changer de registre, puisque c'est un acteur et réalisateur voix française, notamment d'acteurs noirs américains. De célèbres acteurs noirs américains qui sera avec nous. Il s'appelle Bruno Henry et je vous rappelle également tout à l'heure à 17h30 l'invité de Yasmina Oumad dans cette émission, Ahmed Ben Saada, l'auteur du livre Enquête, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien. Tout à l'heure, un livre polémique qui sera avec nous, un auteur polémique qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2 dans l'émission Le LGF, interrogé par Yasmina Oumad. À tout de suite, juste après la pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors, je crois qu'il y a pas mal de commentaires, ma chère Audrey, avant que je te salue. Philippe, on peut en prendre connaissance? Qu'est-ce que nous dit un petit peu les gens? Les gens qui regardent sur France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. Alors, justement, coucou Christophe. Trop de bavures policières non punies. Nous avons Nadia, fidèle auditrice Nadia. Je t'embrasse, Exactement. Nadia. Malheureusement, on meurt par les flics en France, tous ensemble, tous solidaires, dans la douleur, dans l'injustice. Ibrahim, bravo, bonjour et bravo, changez rien. Tac. Abdouloued, Ruby, à chaque fois, on nous sort le fantôme antisémite pour que tous les fanatiques d'Israël au plateau des médias nous racontent la même chose depuis X temps. Ils veulent toujours être... Et c'est pour ça que c'était important de l'aborder et on a eu le point de vue d'Awa là-dessus. Non, mais en plus, c'est surprenant parce que moi, j'ai fait un petit peu le tour des réseaux, enfin Twitter. Enfin, on devrait lui donner un autre nom que Twitter, l'Agapa. Tweetfash, un truc comme ça, parce que c'est vraiment devenu Non, mais c'est Valeurs Actuelles qui a tweeté. Hein. Ouais, mais dans Twitter, la fachosphère a pris le pouvoir dans Twitter. C'est terrible ce qui s'échange là-dessus. À nous d'utiliser leur méthode, hein, Philippe. Vous savez ce qu'ils font? Ils signalent en masse. Il faut fermer des comptes. Ils se concertent lorsqu'il s'agit d'attaquer quelqu'un. Ils s'abonnent à la personne en question. Ils le salissent. Ils identifient les personnalités. Et voilà comment ça marche. À nous de faire la même chose. Qu'est-ce que je vous dis? Ouais, mais c'est du temps, c'est de l'énergie. Et je pense qu'on a des choses plus intéressantes. C'est payant, tu sais qu'ils arrivent à faire plier des décisions quand même dans ce pays, la fachosphère. Hein. Ouais. Ils arrivent quand même à être hyper influents de telle sorte à ce que les médias parlent. Il y a un type et les médias ont relayé plusieurs. Un type dont on voit même pas le visage. Hein. Si, on le voit. Ouais, on le voit. Les vidéos que j'ai vues, on le voyait pas. Si, on le voit. Moi, ça va être difficile. Ça va pas être difficile de savoir qui c'est alors. Ouais. Bon, voilà. Qu'ils fassent leur boulot. Et que ce crétin qui écrit sale juif dans une manifestation soit interpellé et qu'il paye. À des identitaires. Ça a dû leur faire plaisir. Non, mais sérieusement. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Tu peux pas généraliser. Mais oui, et puis ça peut être quelqu'un aussi qui, effectivement, rentre dans ce mouvement pour qui ça se trouve ne pense même pas ça et ça peut tout simplement pour faire capoter le mouvement et ça peut être plein de choses et donc voilà. Exactement. C'est pour ça que c'est important de se positionner par rapport à ça. Moi, j'adore écouter les médias nous dire qu'il ne faut absolument pas généraliser le racisme dans la police et à juste titre, et ils ont raison. Mais pourquoi généraliser à une manifestation qui a rassemblé énormément de monde à Paris? Alors, tu t'es un peu emballé sur les 100 000 quand même, Audrey, hein, franchement. Alors, moi, c'est ce que j'ai lu. Oui, mais bon, voilà. Tu y étais, tu vois bien comme nous qu'il n'y avait pas 100 000. D'abord, la place de la République ne peut pas les accueillir, c'est impossible. Alors, moi, j'ai juste vu une photo en panoramique et je me suis à un moment donné quand même posé la question. Au début, quand j'ai lu 100 000, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Et franchement, il y a une photo panoramique d'un habitant de l'immeuble et franchement franchement c'est possible. C'est possible. Bon. Enfin, je sais pas en fait, je suis pas spécialiste mais il y avait énormément de monde. Moi, j'étais un tout petit point à côté du camion jaune, alors je peux pas en dire d'autres. Oui, je sais. Alors, tu nous as fait peur d'ailleurs avec Soraya. Voilà. Bon, ceci étant, voilà, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on peut pas généraliser à toute une manifestation de milliers de personnes. De dire que c'est une manifestation antisémite. Il suffit d'un individu qui crie donc sale juif, un crétin, encore une fois, et on va généraliser à tous ceux qui étaient là.
qui serait antisémite. Mais c'est juste pas possible, quoi. C'est de la malhonnêteté intellectuelle que de faire ça. Et tout ce qu'on reproche finalement aux autres, on est en train de le faire, vous voyez. C'est ce que les médias font, en tout cas. Donc, voilà. Mais bon, allez, on reprend l'antenne. Allez! Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. 2 en direct, donc de retour. Je salue Audrey Pronosti. Merci beaucoup, Audrey, en tout cas, d'être venue. Voilà, et donc je vous dis tous au revoir et bonne suite d'émission. Bonjour Anna et bonjour à votre invitée. Voilà. Anna Guézard-Boicaz. Merci, Audrey. Au revoir à tous. Anna. Bonjour, Anna. Bonjour Christophe, bonjour Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis les ondes de France Maghreb 2, aux internautes. Je salue tout le monde. Comment ça va, Anna? Je vais très bien. Tu sais dans quel état d'esprit je suis lorsque je suis dans le LGF. Hein. Très, très heureuse, très contente. Bon, et ben nous aussi. Alors, ton invité aujourd'hui, tu vas nous le présenter. C'est un acteur, un réalisateur, mais c'est aussi et surtout une voix que l'on entend dans beaucoup de films. Absolument. L'un des meilleurs acteurs, d'ailleurs, Christophe, l'un des meilleurs acteurs réalisateurs de France, la voix française d'acteur noir américain, celui qui collectionne les récompenses des festivals du monde entier. On va voir un petit peu plus tard. L'acteur réalisateur Bruno Henry est avec nous dans les rendez-vous d'Anna, le LGF sur France Maghreb 2. Bonjour Bruno. Bonjour, salam alaikum tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut. Comment vas-tu, Bruno? Super bien. Déjà, merci beaucoup de m'inviter. Franchement, c'est vraiment un honneur. Et puis après, bon, de dire que je suis le meilleur acteur, je pense qu'on est beaucoup de très bons acteurs en France. J'ai dit l'un des meilleurs acteurs. Mais voilà, je reste très humble et voilà. Je pense qu'on apprend tous les jours et c'est très bien comme ça, quoi. Justement, c'est parce que vous êtes humble et simple que vous dites ça, mais nous, en tant que public, on peut se permettre, en tant que professionnel des médias, en toute humilité. Hein, vraiment, merci beaucoup. Merci. Christophe, tu es d'accord ou pas avec moi? Je ne peux qu'être d'accord avec toi, ma chère Anna, tout le temps, évidemment. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, Bruno, comment ça s'est passé toute cette période de confinement, toi qui es acteur est-ce que tu as arrêté de travailler? Est-ce que tu as profité pour lire des scripts? Tu as fait des choses intéressantes? Oui, c'est-à-dire que en fait, moi, j'étais en train de tourner une série qui s'appelle Force spéciale africaine avec un grand réalisateur marocain qui s'appelle Mohamed Ahed Bensouda. Oui. Et on a tourné à Casablanca, à Rabat, et on a fini au Cameroun, à Douala. Et en fait, la prod nous a dit de faire une petite pause parce qu'on devait repartir tourner en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et la pandémie est arrivée à ce moment-là. Donc, le tournage s'est arrêté. Il nous reste 5 semaines de tournage. Donc, on attend l'ouverture des frontières pour pouvoir redémarrer ce tournage. Ah bah c'est bon, hein. C'est a priori prévu là pour en tout cas le 1er juillet a priori. A priori, donc voilà. Mais après, moi, je sais que là, le 1er juillet, je suis censé partir tourner un long métrage avec Irène Tassambedo au Burkina Faso qui s'appelle La Traversée. C'est une autre façon de parler de l'émigration. Donc, ils m'attendent tous. En plus, il y a un ingénieur du son qui sera marocain, qui est Mounsef. Donc, on attend voilà l'ouverture des frontières pour partir. Du coup, mon temps chez moi, j'en ai profité pour inscrire mon premier court-métrage qui s'appelle Le Service, qui a été écrit par Marilyn Mailleux. Et j'en ai profité pour l'inscrire dans des festivals. D'ailleurs, tu as été récompensé plusieurs fois, Bruno. Oui, et les récompenses commencent à tomber, quoi. En un mois et demi, on en est à 8 prix. C'est extraordinaire ce qui se passe par rapport à ce film. Et je voulais saluer mon équipe, mon chef-op, Neil Jacobsen, ma monteuse, Géraldine Eriglichy, et voilà, tous ceux qui ont bossé avec moi, mes prods, Gauthier Barra et Aku Andis Prose, qui est de Florence Lomo. Et puis voilà, tous ceux qui ont pas Laurent Paris, Laura Richard, enfin toute l'équipe, quoi. Vraiment, je vous l'offre. C'est des prix, un film, c'est une équipe. Donc voilà. Donc j'ai profité ce moment de confinement pour inscrire mon film et puis pour préparer mon prochain projet de court métrage qui s'appelle Mon Fixe. C'est une histoire
une comédie sociale avec 3 SDF. Voilà, et toujours du même auteur, Marilyn Mailleux, qui est une extraordinaire scénariste et auteure. Voilà. D'ailleurs, je vais demander à Philippe s'il peut nous afficher les récompenses. On va commenter ensemble s'il les trouve. Merci beaucoup, Philippe. On pourrait même envoyer la bande-annonce du service. Ah, avec plaisir, mon Philippe. Allez, c'est parti. Et vous aurez les récompenses à la fin. Allez, on regarde la bande-annonce, les amis. Bruno Henry est notre invité sur France Maghreb 2 dans les rendez-vous d'Anna. C'est ta fille, pas la mienne. Alors me mêle pas à un truc aussi grave. C'était super violent. Incompréhensible. C'est surréaliste. Ah oui, l'intrigue. Et là, on voit les récompenses, festival de Voilà. Florence. Ouais, on a eu un peu partout dans le monde. Et ce qui est bien, c'est que c'est une bonne annonce qui est très minimaliste parce que je voulais pas dévoiler l'intrigue ou tout ce qui se passe dans le film parce que je trouve que des fois, quand on regarde des bandes annonces, pas mal de bandes annonces de films, bah des fois dans la bande annonce, tu vois tout, quoi. Et moi, ça m'embêtait un peu de dévoiler. Donc, je préfère que les gens découvrent le film et parce que je pense qu'ils seront vraiment surpris et surtout par la chute, quoi. Moi qui allais te demander de nous raconter un tout petit peu plus, Bruno, parce que alors, le petit peu plus, en fait, c'est une collègue de bureau qui est en vraie détresse humaine et qui va demander à son collègue un service. Donc, c'est une histoire de drame humain, de manipulation. Et je peux pas en dire plus parce que sinon, je vais dire la fin et ça serait dommage. Dans la vraie vie, est-ce que tu serais capable de rendre un service à un ami, mais à qui très bonne question. En plus, c'est marrant parce qu'en plus, Marilyn Mailleux, l'auteur, m'a envoyé pas mal de scénarios. Et quand j'ai lu celui-là, ça m'a rappelé une histoire personnelle véridique où j'ai une amie qui m'a demandé de lui rendre ce service. Et j'ai énormément réfléchi, mais j'ai pas pu. Ouais. J'ai pas pu. Dites-nous, s'il vous plaît, en commentaire si vous êtes prêt à rendre service à des amis. Quel genre de service que vous êtes prêt à rendre et jusqu'où vous pouvez aller par amitié. On est vraiment curieux. Moi, je pense que par amitié, on peut faire énormément de choses. Mais je crois qu'après, il y a des choses quand il s'agit de manipulation ou que peut-être qu'il y a un conjoint qui est derrière, qui ne serait pas au courant du service qu'on pourrait demander. Je pense que ça peut poser problème, un problème, de morale. Et je crois que là-dessus. Alors, Bruno, cette période a été marquée par le décès tragique de George Floyd et la naissance du mouvement Black Lives Matter. Yeah. Oh, j'adore l'accent anglais de Anna. Oui. Alors, j'essaye. Hein. Et que penses-tu de ce mouvement et tout ce qui se passe autour de cette histoire? Moi, je crois qu'il y a un mouvement qui s'est mis en marche, qui est nécessaire. Parce que ça fait très longtemps qu'on est on évolue, tu vois. Par exemple, moi, Bruno Henry, j'ai des origines, je suis français, mais j'ai des origines africaines. Et si tu veux, moi, avec mon nom, Bruno Henry, j'ai été confronté à énormément de racisme. À chaque fois que j'ai voulu trouver un appartement ou quand il s'agit des fois de travail et tout, quand j'ai les gens au téléphone, il n'y a pas de problème parce que j'ai pas de couleur, j'ai pas de couleur même dans la voix. Mais quand tu te pointes en face des gens, eh ben là, tu es confronté j'ai envie d'appeler ça de la bêtise humaine parce que j'ai pas envie de me mettre en victime. Mais je trouve que il y a un mouvement qui s'est mis en marche
et je pense qu'il était vraiment. Je pense que c'est maintenant qu'il faut vraiment résoudre ce problème pour plus que ça arrive. Et il y a Rokia Diallo qui a dit que pour la mémoire du futur. Et je suis d'accord avec elle parce que moi, ce qu'on m'a inculqué à l'école par rapport à l'histoire, les Gaulois et tout ça, eh ben, tu vois, c'est pas, je me ressentais pas là-dedans. Donc, je suis en train de faire un vrai travail de recherche identitaire. Et même si je me sens bien en France, parce que j'ai des amis en France, mais comme j'ai des amis au Maroc, comme j'ai des amis à Jérusalem, comme j'ai des amis un peu partout dans le monde, je suis un homme du monde. Et ce qu'il faut faire, attention, c'est que on est de la race humaine. Ça, c'est le plus important. Et, ça fait du bien à entendre. Hein. Pardon, mais ce genre de discours fait du bien. Et voilà, et je dis aussi, même par rapport aux policiers, oui, il y a des racistes dans les policiers, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, dans le même sac, d'accord? D'accord. C'est partout, pour tout pareil, quoi. Parce que du coup, on est en train plutôt d'attiser la haine envers les uns, envers les autres, et je crois que c'est pas le but escompté, c'est pas le but recherché. Maintenant, il y a une histoire de France avec ce code noir, avec tout ce qu'il y a eu et tout, mais je pense que c'est bien de le savoir, mais c'est bien de rétablir une certaine vérité. Surtout que moi je trouve que le noir, voilà, que la race noire a besoin de retrouver toute sa place de noblesse, je voudrais dire, et pas toujours attribuée à quelque chose de noir. Tu vois, même quand on dit je broie du noir, je m'habille en noir parce que c'est moins gros. Enfin, tu vois, toutes ces choses. Comme j'adore Christiane Taubira, voilà, elle dit des vérités, elle dit des choses. Et tu vois, dès que quelqu'un dit la vérité, eh ben, il se fait des amis, des ennemis, tu vois, parce que dans ma toile, lapsus. Mais ça dérange. Et ça dérange. Pourquoi? On peut très bien dire des vérités, dire ce qu'on pense. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est comme dans la vie de tous les jours. On peut être très deux et très proche. Tu comprends ce que je veux dire? Chacun a le droit il faut laisser la liberté à l'autre de pouvoir s'exprimer. Après, je pense que l'avenir et le devenir des gens, c'est pouvoir arriver à être ensemble dans une discussion et à pouvoir en sortir grandi de tout ça. Moi, j'ai connu des gens qui étaient racistes et quand ils m'ont connu, 2 jours après, j'avais une ex, par exemple, j'avais été chez sa grand-mère, elle n'osait pas m'emmener chez sa grand-mère. Les grands-parents sont racistes. Au bout de combien de temps vous avez été chez la grand-mère, juste pour qu'on comprenne un peu? Je sais pas, je suis resté 5 ans avec elle. Ah, quand même, d'accord, ok. C'est une histoire sérieuse. Mais 2 ans, oui, c'était une histoire sérieuse. La grand-mère, elle ne l'a pas changé d'avis quand même. Mais non, la grand-mère, 2 ans. Donc, j'ai dit, viens, on y va. 2 jours après, la grand-mère, elle était sur mes genoux en train de rigoler avec moi. D'accord? Donc, c'est pour dire que si j'arrive à changer ça, si on arrive à changer ça, ça veut dire que les gens, en fait, le grand-père, il m'avait offert un bouquin d'histoire géographique qu'ils avaient à l'époque. Et c'était un vieux livre d'histoire qu'on m'a volé, d'ailleurs, je regrette de plus l'avoir, mais à l'école, ils apprenaient, c'était dans le Jura, où arrivé au noir, où il y avait écrit, mais vraiment, noir sur blanc, comme quoi le noir était pas un homme, c'était un sauvage, c'était comme une bête et tout ça. Ils apprenaient ça à l'école, d'accord? Induit en erreur. Pardon? Ils ont été induits en erreur, ils l'auront inculqué. Donc, si tu veux, moi, je pense que c'est la base, c'est l'éducation. Donc, s'il faut arriver à changer des choses, il faut partir de la base, de l'éducation. Et dans l'éducation, il y a l'histoire. Et dans l'histoire de France, il y a des choses qui ont été cachées. Il y a des choses qui ont été manquées. Il y a des choses qu'il faut remettre à leur place. Même moi, par rapport à mon histoire, j'ai pas une tête de Gaulois. Tu comprends ce que je veux dire? Et par rapport au Cheikh Anta Diop, qui parlait que les pharaons, qui a fait toute une thèse en disant que les pharaons et tout ça, les Égyptiens, tout ça, ils étaient noirs. Et moi, je crois à cette thèse. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est comme j'ai acheté un bouquin où il y a des peintures, il y a des noirs qui sont en peinture, et c'est pas des esclaves. Il y avait des nobles, il y avait des gens de la haute société, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, si tu veux, il y a tout ça, mais tout ça, en fait, on n'en parle pas trop, quoi. On n'en parle pas trop parce que je pense qu'il y a un passé, même par rapport à la France-Afrique, il y a quelque chose qui dérange. Mais il faut pas que ça dérange parce que les choses du passé, on peut très bien en parler, d'accord? C'est des choses du passé. Il faut pas se positionner en victime, mais il faut juste rétablir une vérité. Voilà. Moi, je pense que c'est ça le plus important. C'est remettre les choses dans leur contexte. Bruno Henry, qui est l'invité d'Anna dans les rendez-vous d'Anna sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Bruno Henry, c'est aussi, chère Anna, la voix d'acteur connu, très connu même. Absolument. D'ailleurs, les internautes ont reconnu sa voix. J'ai vu quelques mots. Oui?
commentaires qui ont défilé, mais je vais laisser Bruno Henry nous citer la longue liste qui fait rêver. Alors, écoute, je fais la voix de Tyrese Gibson. Je l'ai fait dans tous les Fast and Furious, dans les Transformers. Son premier film, ça a été Baby Boy, le film de John Singleton. Voilà, j'ai commencé là. J'ai fait la voix de Djamon Hounsou, Glenn Plumer, Jimmy Jean-Louis dans Heroes. Sur la série The Office, j'ai fait le gros black qui s'appelle Stanley. Et puis j'ai fait la voix de Scottie Pippen. Là, je viens de finir le documentaire de Scottie Pippen pour Netflix. Voilà. J'ai fait aussi Djamon Hounsou. J'ai fait, enfin voilà, j'en fais plein. Comment ça se passe, Bruno, justement, quand on fait la voix d'un acteur connu? Vous êtes en studio, ça se passe comment? Racontez-nous un petit peu. En fait, il y a un DA qui nous appelle et qui nous dit, voilà, qui nous book. Et en fait, quand on arrive sur le plateau de doublage voix, que ce soit Dubbing Brothers ou ailleurs, il y a tous les acteurs qui sont convoqués des différents rôles et ils nous racontent l'histoire du film. Et puis après, ils passent boucle par boucle, séquence par séquence. On regarde la version originale. Voilà, donc là, ton acteur, tu dois le regarder. Voilà, tu regardes ses yeux parce que vraiment toutes les émotions passent par le regard, par les yeux. Donc tu captes. Ça prend du temps? Ça prend beaucoup de temps ou pas? Pas du tout, pas du tout. Un film, des fois, tu boucles un long métrage peut-être en 3-4 jours, quoi. Après, tout dépend de l'importance de ton rôle. Tu vois ce que je veux dire? Mais il ne suffit pas de lire ce qui défile sous tes yeux. Non, après, faut le jouer. C'est-à-dire que après, il passe la boucle en version originale. Après, il te le repasse une deuxième fois pour lire si t'as bien, t'as su lire la bande rythmo où il y a le texte. Et après, il repasse la boucle. Et là, il coupe le son, il laisse l'image avec le truc, et là tu joues. Alors soit des fois tu es tout seul, ou alors tu es avec tes camarades et tu refais la scène, mais en français. Et après tu as le DA qui valide et tu passes de boucle à boucle, ainsi de suite, quoi. Mmh. Voilà. Alors, ce que n'a pas dit Christophe, il a oublié de citer le fait que tu étais danseur aussi, en plus d'être acteur, réalisateur, de faire des doublages. Tu as été danseur. Oui, ma première passion, ça a été la danse, parce que j'ai commencé à danser dans la rue, peu du jazz rock et tout ça, puis j'ai commencé à prendre des cours de danse avec Lucienne Denant, qui était ma prof de danse classique, et j'ai eu formation avec Françoise Raquin, Rico Dums et tout, René Deshauteurs, qui est parti, et voilà, j'ai reçu un espoir de la danse 86-87 qui m'a été remis par Sylvie Vartan, et puis j'ai commencé à faire des chorégraphies dans des émissions de Jacques Martin, pour des clips, pour des défilés de danser et tout. Et puis en fait, il y a un prof de théâtre qui s'appelle Dominique Verriot qui a demandé à une de ses élèves qui était danseuse, qui faisait partie de mon équipe de danseuses, et du coup le prof lui a demandé que je la mette en scène pour un examen pour le cours. Donc je l'ai fait travailler, c'est un texte d'Ibsen, je me rappelle, je crois La poupée aux morts, un truc comme ça, et ça a fait un carton à l'examen. Et le prof, Dominique, m'a regardé, m'a dit, Bruno, tu t'inscris quand? J'ai dit, demain. Et voilà, et j'ai commencé, j'ai fait une formation pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il y a eu un casting pour une pièce de théâtre qui s'appelait Monsieur Amédée, avec Bernadette Lafont et Michel Galabru. Voilà, j'ai été pris. Et ça a été le démarrage pour moi de commencer l'acting comme ça. Et puis Michel Galabru, ça a été mon prof de théâtre, parce qu'après j'ai suivi une formation avec lui pendant 1 an au Théâtre du Mobile à Montmartre. Ça a été non seulement mon mentor, ça a été mon ami, c'est devenu vraiment un ami intime. Je connais toute sa famille, Emmanuel Galabru, sa fille que j'embrasse fort d'ailleurs. Voilà, et ça a été vraiment pour moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément appris à remettre, c'est-à-dire que quand on avait du mal avec les textes classiques, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, vas-y, oublie le texte, prends tes mots, moi, joue la scène, mais avec tes mots à toi, avec qui tu es, tu vois. Je dis, ok. Après, il me dit, reprends le texte classique, et là, tu tombais sur une justesse et tout ça. Et franchement, avec lui, c'était simple. Il n'y avait pas de branlette intellectuelle. C'était comme dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est du brut, c'est animal, et tout en ayant, t'apprenais quand même une technique. Mais si tu veux, il y avait un résultat qui allait super vite, quoi. Et ça, c'était génial. Et c'est vraiment quelqu'un que, voilà, quand il est mort, j'ai eu beaucoup. En tout cas, les résultats en vous voyant sur les écrans. Mais justement,
Bruno, le mannequinat, la danse, le théâtre, l'écriture de scénarios, comment est-ce que tu as pu ajouter toutes ces cordes à ton arc? Parce que en fait, tu sais, moi, j'ai toujours été créatif, mais j'ai toujours été, comment dirais-je, tu sais, moi, j'ai été un enfant qui a été battu, humilié, et j'ai grandi avec beaucoup de tard, beaucoup j'étais renfermé sur moi, j'avais pas confiance, je suis quelqu'un de très timide, même si ça se voit pas. Et en fait, j'ai grandi avec tout ça. Et l'art m'a aidé à me sortir de ma coquille. Et j'ai tombé des gens qui étaient en face de moi, qui avaient l'intelligence de venir chercher en moi et de faire prendre conscience de mes valeurs. Et pour l'écriture, ça a été pareil. Là, tu vois, je suis en train d'écrire des textes, des poèmes, parce que j'ai un projet de seul en scène pour 2022 que mettra en scène Irène Tassambedo, d'ailleurs, qui est la réalisatrice avec qui je vais tourner là au Burkina Faso au mois de juillet, la traversée. Et puis en fait, tout était caché dans des cahiers, tout ça. Et puis j'avais une agent qui avait une marraine qui s'appelait Prunberge Chantelly et qui m'a demandé, qui m'a dit tiens, si tu veux, tu devrais envoyer tes textes à Prunberge parce qu'elle travaillait chez Gallimard et donc je lui ai envoyé 4-5 textes. Elle les a lus. Elle m'a répondu, elle m'a dit Bruno, vraiment, tu as une très belle plume, ça ressemble à du Gainsbourg. Elle m'a dit, je t'encourage, mais prends confiance en toi, essaye de faire des choses par rapport à ça. Et puis voilà, j'ai commencé à publier des textes, et puis j'ai eu plein de réponses positives par rapport à tout ça. Et puis en fait, toute une question, c'est d'arriver à prendre conscience de ses valeurs, à essayer d'avoir confiance en soi. Et voilà, et c'est ce que moi j'essaie de transmettre aussi quand je rencontre des acteurs avec qui je travaille, comme Anne-Sophie Trebel, qui est dans le film Le Service, qui est excellente et qui n'avait pas forcément confiance en elle, mais qui est excellente dans le film. Et tous les gens que je rencontre, moi je trouve que voilà, on démarre, on a tous un début. Et c'est comment on va t'approcher, comment on va, parce que le vrai talent c'est d'en trouver aux autres, d'accord, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être dans l'humain, c'est de servir même ce qu'on pourrait appeler du défaut de l'autre, mais pour l'amplifier dans quelque chose de beau, de bon, de quelque chose de super où tu vas toucher l'être humain au plus profond de son cœur. Et je crois que et c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et le film, tu vois, il n'y a pas de grandiloquence dans la façon de filmer dans Le Service, mais c'est une histoire humaine qui a touché les gens. Parce que je trouve que des fois, tu rencontres des réalisateurs qui disent ouais, moi je vais en mettre plein la gueule et tout ça aux gens et ils font des effets spéciaux en veux-tu en voilà, mais ils en perdent l'essence même d'un film, c'est l'histoire, tu vois. Dernière question, Anna. Ah, alors dernière question. Oui, ça passe vite. Je suis désolé. En plus, c'est très intéressant ce que Bruno Henry, l'acteur-réalisateur, nous dit depuis tout à l'heure. Je voudrais juste revenir au sujet du racisme parce que malheureusement, c'est le sujet d'actualité, ça intéresse beaucoup. Bruno, tu es un acteur reconnu et récompensé à l'échelle internationale. Je voudrais savoir, est-ce que il y a encore, ou est-ce qu'il y a, ou y a-t-il encore du racisme dans le cinéma? Oui. Enfin, du racisme, c'est un bien gros mot, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés. Je pense que il y a encore, tu sais, des fois, tu as une liste comme au Pôle Emploi, il y avait une liste où il y avait des initiales où on disait qu'il fallait pas prendre d'arabe, de noir, tout ça. Tu vois, ça, c'est une vérité. Il y a des préjugés où on dit pas plus de 1 ou 2 noirs dans des productions. Tu vois, ça existe encore. Tu comprends? Il y a des choses petit à petit parce que nous, on attend du gouvernement qui dise que les choses vont changer, mais en attendant, tu es obligé de te battre 30 fois plus qu'une personne qui serait blanche et tout ça. Attention, je me mets pas en position de victime mais c'est une réalité, Voilà. Et tant qu'on en sera là à se dire ah ben non, j'ai pas écrit une histoire pour un noir, ah ben non, j'ai pas écrit ce rôle pour un noir. Moi, je suis français, je suis européen. Donc quand on fera passer un casting sans mettre une couleur par rapport à un rôle, eh ben je pense qu'on aura fait un énorme grand pas. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, pourquoi mettre une couleur sur un rôle dans la vie de tous les jours? Moi, je suis entouré d'un arc-en-ciel d'êtres humains et on stigmatise pas, tu vois, une couleur ou quelque chose. Après, et bien évidemment, s'il y a un film historique et tout ça, pourquoi pas? Mais bon. Bon, en tout cas, ce fut un agréable moment. Merci beaucoup, Bruno. Christophe,
Il y a une question d'un internaute que Philippe n'arrête pas d'afficher. C'est pour Bruno Henry. Est-ce que tu permets qu'on la lui pose ou on la pose en off? Là, j'ai plus. On va la poser pendant la pub parce que là, faut vraiment qu'on balance la pub. Anna, juste, tu peux nous annoncer ton invité de la semaine prochaine? Alors, mon invité de la semaine prochaine, je vais vous dire tout de suite. Dans un instant, je rappelle, on sera avec Ahmed Ben Saada, auteur du livre sur le Hirak algérien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Des célébrités mondiales basées à Dubaï. Coach Mehdi sera avec nous. On vous dira tout la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Très bien. Bouge pas, Bruno. Tu vas répondre aux questions des internautes tout de suite. Okay, le temps de la pub à la radio. On est de retour avec Yasmina Oumad, journaliste. Saada sur France Maghreb. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors, quelques questions rapides parce qu'on est pris par le temps. Anna, question de nos internautes, donc à Bruno. J'ai une question pour Bruno Henry. Il parlait de Jacques Martin tout à l'heure où il a pratiqué de la danse en plateau. Je suis noire et je souhaiterais reprendre l'animation de Dimanche Martin à l'occasion des 40 ans du programme sur France 2. Ai-je mes chances de pouvoir percer malgré mon inexpérience d'homme de télévision? Un conseil éventuellement. Alors moi, j'ai envie de te dire oui. À partir du moment où tu crois en tes capacités, à partir du moment où tu crois en toi, il faut pas se focaliser en disant que tous les gens en face de toi vont être racistes ou vont pas t'accepter. Je crois qu'il faut être vainqueur. Et pour être vainqueur, il faut juste y aller. Et si une porte s'ouvre pas là, eh ben tu prends la porte à côté, et tu continues à avancer. Et moi, je crois que voilà, il faut pas rester sur un truc où tu te sens mal à l'aise. Fonce, tu veux quelque chose, fonce. Tu veux ta place, prends ta place. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et plus on arrivera à aller dans ce genre de direction et en ce genre d'échange et de partage, eh ben mieux ce sera. Donc moi, j'ai envie de te dire, vas-y. Et l'inexpérience, tous les gens qui ont réussi, ils ont commencé, ils étaient inexpérimentés au début, mais et après ils ont fait l'expérience en faisant des choses. Donc voilà, je veux dire, on est tous pareils. Très bien. Merci Bruno, en tout cas, d'être intervenu sur France Maghreb 2 dans les rendez-vous d'Anna. À très très vite et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Anna, merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Anna, avec grand plaisir la semaine prochaine, donc avec un coach, c'est ça? Coach Mehdi? Coach Mehdi, c'est un coach des célébrités mondiales. Il est basé à... Il est coach en quoi, Anna? Coach sportif, pardon. Ah, très bien. On va pouvoir un peu remettre Philippe Boyaki au sport parce que là, je trouve qu'il a quand même bien. Oui, pendant le confinement, pendant le confinement, voilà, il a quand même bien pris. Hein. Absolument, c'est ça. Non, mais le pauvre, il fait des exercices sur le terrain, lui. Il couvre les événements. C'est vrai. Il est en sueur. Ça bagarre. Il a pu pendant le confinement, il les a perdus. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Anna. Je t'embrasse et rendez-vous la semaine prochaine pour les rendez-vous d'Anna. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, mesdames et messieurs. C'était un super moment. Je te remercie, Anna. Merci beaucoup pour ce grand moment de radio. Bon, dans cette émission, vous voyez, on a commencé avec Awa Traoré tout à l'heure, les rendez-vous d'Anna. On a parlé de cinéma avec cette voix célèbre de cinéma américain. Bien entendu, pour les rendez-vous d'Anna. Et dans un instant, on va ouvrir un sujet important, le Hirak algérien, pardon. Ahmed Ben Saada qui sera avec nous, l'auteur du livre Enquête, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien. Pour l'interroger, Yasmina Oumad qui sera avec nous, journaliste qui sera avec nous donc sur France Maghreb 2, qui a évidemment bien couvert ce sujet, et elle sera avec nous pour poser des questions à Ahmed Ben Saada, qui sera avec nous dans un instant. Là où il se situe sur la planète, sans dire où, il y a un gros décalage horaire, donc c'est un peu le matin pour lui. Nous, il est presque 17h30, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Une émission comme je les aime, mon Philippe, très diversifiée. On change de plateau toutes les 20 minutes avec des sujets très diversifiés donc qui sont abordés dans cette émission. Donc voilà. Et je vois que ça commente. N'hésitez pas les amis à partager le live sur Christophe Le Grand Forum sur France Maghreb 2. N'hésitez pas, partagez un max pour que cette émission puisse évidemment continuer et qu'elle puisse être suivie par un maximum, bien entendu, vos avis, vos commentaires, vos remarques aussi. On en tient compte, on les lit et on s'en imprègne aussi pour essayer de vous satisfaire au mieux chaque jour durant avec nos chroniqueurs que je remercie et que je salue tous autant qu'ils sont
pour vous accompagner, pour vous apporter leur point de vue, des points de vue. C'est une émission d'échange, de débat. Et on est de retour, je crois, là, dans quelques petites secondes. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Eh ben, dites donc, je ne savais pas que j'allais être à l'heure. Hein. Il est 17h25. Je suis parfaitement à l'heure. Je suis bien. C'est lundi. On commence bien la semaine. Alors, est-ce qu'on peut m'indiquer si Yasmina Omad, journaliste, est avec nous ou pas? Affirmatif, mon cher Christophe. On va ouvrir le micro de Yasmina. Bonjour Yasmina. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être qu'il serait bien, puisque je crois que Yasmina est en studio. Est-ce que Yasmina, on peut mettre plutôt le retour studio et garder les images de Yasmina, mon cher Philippe? C'est possible ça? Oui. Voilà, très bien. On va pouvoir faire ça. Vous allez voir, on va faire le petit réglage tranquille. Je pense qu'on va entendre beaucoup mieux Yasmina Omad. Yasmina? Vous m'entendez? Oui, là on t'entend, c'est bien. Génial. Voilà, nickel. Je suis ravi de te retrouver, Yasmina. Comment tu vas? Très bien, le plaisir est partagé. Alors, Yasmina, aujourd'hui tu es là parce que tu as un invité important qui a sorti un livre que certains appellent un livre polémique, et il va être là pour nous en parler, pour s'en expliquer, une enquête. Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien? Ma chère Yasmina, je te laisse donc gérer cette interview. Et notre invité qui est, je crois, là, mon cher Philippe? Non, pas encore, mais on va aller chercher. Je vais aller chercher. On va aller chercher, très bien. Oui, bah oui, il est à l'autre bout de la planète en même temps. Yasmina, parle-nous un petit peu de ce livre que tu as lu, bien entendu. Alors, tout d'abord, comme tu l'avais si bien dit, notre invité s'appelle Monsieur Ahmed Ben Saada. C'est un universitaire et analyste politique algérien. Il est enseignant aussi à l'université d'Oran. Il est auteur de divers ouvrages, dont l'un est intitulé Arabesque. Et aujourd'hui, il va nous présenter son livre enquête, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien. Je rappelle que son livre est paru aux éditions APIC, une maison d'édition algérienne privée. Et bien évidemment, ce livre de 136 pages enquête sur le parcours d'acteurs ayant fait l'actualité, pour certains totalement inconnus des Algériens, et bien sûr qui ont émergé de la houle du Hirak pour devenir les ténors de ce mouvement de contestation populaire né le 22 février 2019. Pourquoi il y a beaucoup de bruit autour de ce livre, Yasmina? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que M. Ben Saada sera le mieux placé pour répondre à cette question-là. Mais a priori, ce livre enquête, bien évidemment, c'est un livre qui est documenté, preuve à l'appui, lève le voile sur certains qui se sont appropriés à un moment donné le mouvement, et pour d'autres qui continuent à s'approprier pour des fins personnelles ou pour des agendas étrangers. Très bien. On va en parler, je l'espère, avec lui quand il sera avec nous dans quelques instants. Je le disais tout à l'heure. Attendez, bougez pas. Oui, encore 2 petites minutes, on me dit. Il arrive. Hein. Voilà, Ahmed Ben Saada sur France Maghreb 2 avec notre invité qui est à l'autre bout de la planète, hein, Yasmina. Il y a un gros décalage horaire. Il se trouve forcément au Canada. D'ailleurs, je tiens à le remercier à cet effet de nous avoir. Est-ce que ça va être enregistré ou c'est en direct? C'est en direct. Bonjour, monsieur Ben Saada, comment allez-vous? En direct, ok. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonjour et bienvenue dans le Grand Forum. Yasmina Omad est là pour vous interviewer et parler de ce livre. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur Ben Saada. Bonjour. J'ai pas de retour de son. Vous nous entendez? Bonjour, monsieur Ahmed Ben Saada, vous nous entendez? Allô? Alors, je ne sais pas, a priori, il ne nous entend pas. Philippe? On va faire des petits réglages techniques. Hein. C'est malheureusement. Je m'en occupe. Oui, j'y compte bien. Voilà, dans un instant, donc Ahmed Ben Saada, que l'on voit effectivement, mais qui ne nous entendait pas pour l'instant, mais ça va être un problème qui va être résolu dans quelques instants. Sinon, vous savez, on va pas perdre de temps. On va l'appeler au téléphone. Voilà. Yasmina Omad, donc, est avec nous et qui elle est en studio à la radio sur France Maghreb 2. Ahmed Ben Saada, vous nous entendez? Je pense qu'il y a un problème technique. Oui, non, alors 2 secondes, on change d'écouteur, Christophe. Ah d'accord, on change d'écouteur. Très bien. Bon, c'est un problème ultra technique d'écouteur. D'accord. Comme quoi, parfois, tout se joue pour une histoire d'écouteur. Parfois, il suffit de rien. Pour bien résoudre un petit problème. Juste un petit écouteur et tout va bien. Il est 17h30 et vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Et je remercie une nouvelle fois Yasmina Omad d'être venue aujourd'hui dans le Grand Forum
avec son invité, Ahmed Ben Saada, pour nous parler de ce livre Enquête, je le rappelle, donc qui s'intitule Enquête. Qui sont les ténors autoproclamés du Hirak algérien, en direct donc sur France Maghreb 2. Yasmina, merci beaucoup en tout cas d'être là. Je t'en prie, Christophe. Monsieur Ahmed Ben Saada, vous nous entendez? Allô? Ça ne saurait tarder, ma chère Yasmina. Ok, c'est bon. Voilà, Monsieur Ben Saada, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous et en direct sur France Maghreb 2. Yasmina Omad est là pour vous poser quelques petites questions. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Ben Saada, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, madame. Allô, vous m'entendez? Je vous entends. Très bien. Alors, ce que je disais, monsieur Ahmed Ben Saada, vous êtes universitaire et analyste politique algérien. Vous êtes enseignant à l'université d'Oran, auteur de divers ouvrages dont l'un est intitulé Arabesque. Aujourd'hui, vous allez nous présenter votre livre enquête, Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien, paru aux éditions APIC, maison d'édition algérienne privée. Ce livre de 136 pages enquête sur le parcours d'acteurs qui ont fait l'actualité, pour certains totalement inconnus des Algériens, et qui ont émergé de la houle du Hirak pour devenir des ténors de ce mouvement de contestation populaire né le 22 février 2019. Pouvez-vous nous en faire un résumé? Alors, ce livre, en fait, est une continuation du travail que j'ai mené depuis, disons, une dizaine d'années, à l'apparition de ce qu'on appelait le printemps arabe, et même un petit peu avant, avec tout ce qui s'est passé, on se rappelle, par exemple, en Iran en 2009. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les révolutions colorées et le printemps arabe. En fait, il y avait des organismes d'exportation, ce que j'appelle des organismes d'exportation de la démocratie. En majorité, c'était des organismes américains qui étaient impliqués dans les deux types de révolutions, c'est-à-dire les révolutions colorées et les révolutions du type printemps arabe. Et donc, ce livre fait la suite d'une série d'articles que j'ai écrits récemment, où j'ai montré ces similitudes-là. Okay? Et donc le livre, en fait, lui-même est parti d'un questionnement, d'un article du sociologue Louari Addi qui a été publié le 14 mars 2019. Et donc, c'est-à-dire même pas un mois après le début du Hirak, qui a commencé le 22 février 2019, je vous rappelle. Alors, dans cet article, Louari Addi disait « Les décideurs doivent demander à celui qui fait fonction de président aujourd'hui de démissionner et de nommer une instance de transition qui exerce les fonctions de chef d'État. Mustafa Bouchachi, Zoubida Assoul et Karim Tabou devraient être sollicités pour exercer les prérogatives d'une présidence collégiale qui nommera un gouvernement provisoire qui gérera les affaires courantes et préparera les élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 à 12 mois. Ce qui m'a étonné dans cette déclaration, c'est que quelques semaines après le début du Hirak, déjà on avait des noms, alors qu'on nous dit que ce Hirak n'a pas de leader. Mais M. Louari Addi a proposé 3 personnes. Alors, la question que je me suis posée, c'est que quelle est la relation entre Louari Addi et ces 3 personnes-là? Quel type de relations peuvent être? Est-ce qu'ils se connaissent? Pourquoi proposer des personnes dans un moment crucial de l'histoire de l'Algérie, des personnes en particulier? Et mon enquête répond à cette question. Il y a 2 volets. Le volet, toutes ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, ont des relations avec des intérêts américains, c'est-à-dire soit la participation à des think tanks, soit avoir reçu des financements d'organismes comme par exemple la NED, la National Endowment for Democracy, soit avoir d'après les câbles Wikileaks, avoir vraiment des relations avec les diplomates américains au niveau d'Alger. Donc, tout est parti de cette déclaration de M. Louari Addi, et donc j'ai essayé de démontrer en donnant les sources que j'ai trouvées sur le net et que j'ai cherchées depuis assez longtemps, de montrer qu'il y avait cette relation entre eux. Et aussi, d'un autre côté,
j'ai essayé de montrer aussi que toutes ces personnes-là, que ce soit Louari Addi, M. Bouchachi, Mme Assoul et M. Tabou, avaient des relations avec la mouvance islamiste de l'ex-fils. Alors, je ne veux pas parler de M. Tabou, je l'ai bien précisé dans mon livre. M. Tabou est actuellement emprisonné, il serait demain. C'est pas correct de parler. Seulement, j'ai cité quelques petites informations qu'on trouve, que tout le monde pourrait trouver, que c'est connu. Mais disons, tout ce qui n'est pas connu du public, je ne l'ai pas recensé dans mon livre. Voilà. Donc, c'est un travail de recherche. Et ce n'est pas un travail de recherche uniquement pour l'Algérie. Ce travail de recherche, moi, je l'ai fait pour l'Ukraine. Par exemple, si vous regardez mes articles, je l'ai fait pour l'Ukraine en 2013-2014 avec l'Euromaïdan. D'ailleurs, on a même publié un livre avec un centre d'études géostratégiques polonais sur l'Euromaïdan. J'ai fait cette étude-là aussi pour Hong Kong, par exemple, quand il y a eu les émeutes, donc les premières émeutes à Hong Kong. Et j'ai fait aussi ça pour le Liban récemment, quand il y a eu ce qu'on a appelé la révolte des ordures. Donc, ce qui se passe en Algérie n'est pas particulier à l'Algérie, en fait. Il y a énormément de similitudes dans toutes ces méthodes, en fait, de déstabilisation de pays pour faire passer des agendas qui ne sont pas propres au pays lui-même. Justement, Monsieur Ben Saada, votre livre révèle, documents à l'appui, certains aspects non connus jusqu'ici du Hirak algérien, dans la mesure où vous avez mis à jour les liaisons dangereuses entre certains ténors autoproclamés du Hirak et les ONG occidentales qui, sous couvert d'exportation de la démocratie, pour reprendre exactement votre expression, déstabilisent, sèment le chaos dans le pays qu'elle cible et défient de sa trajectoire populaire et spontanée. Comment les officines auxquelles vous faites référence dans votre ouvrage interviennent-elles dans le Hirak algérien? Alors, ces officines, pas juste pour le Hirak algérien, ces officines travaillent de plusieurs manières, en fait. Il y a tout d'abord l'introduction d'ONG dans les pays ciblés. Ces ONG sont financées, leurs membres sont formés. Il y a aussi des participations à des conférences, à des séminaires régionaux. Vous savez que l'Algérie, par exemple, par rapport aux États-Unis, les États-Unis divisent le monde en régions. L'Algérie fait partie de la région MENA, Middle East and North Africa. Et il y a même un article d'un journaliste de Jeune Afrique qui avait parlé de la Ligue arabe du net, c'est-à-dire que vous avez des cyberactivistes, des activistes cyberactivistes qui se retrouvent en réseau, qui ont des formations un peu partout. J'en ai parlé dans mon livre Arabesque, où les gens se connaissent, c'est-à-dire vous pouvez avoir un activiste d'Algérie avec un activiste de Tunisie ou d'Égypte ou de Mauritanie, par exemple. Il y en a qui sont extrêmement connus et que vous voyez souvent à la télévision. Donc, il y a des formations de ce type. Il y a une double formation, une formation de la maîtrise du sol, c'est-à-dire comment faire les manifestations, ce que j'ai appelé la maîtrise de l'espace réel, et vous avez aussi des formations comment maîtriser le cyberespace. Et ça, c'est donné par des spécialistes qui maîtrisent la navigation sur Internet. Vous avez aussi des programmes qui ont été fabriqués spécialement pour les cyberactivistes, pour ne pas être attrapés. Et le plus connu d'entre eux, c'est le programme Tor, qui est un programme américain et qui est distribuable gratuitement. Vous pouvez même le télécharger vous-même si vous voulez. Mais ce programme Tor permet aux cyberactivistes de naviguer sans être identifiés. En fait, on ne peut pas retrouver l'adresse IP de ces gens-là. Donc, et vous avez aussi, dans le cas de l'Algérie, vous avez des choses beaucoup plus précises. Vous avez, par exemple, juste avant les élections c'était au début décembre, donc vers la fin du mois de novembre, vous avez des articles, particulièrement un article qui m'a surpris. Cet article, il provient de la revue Foreign Affairs. C'est une revue du Council of Foreign Relations, le CFR, qui est un think tank extrêmement connu et extrêmement influent de la politique américaine, étrangère, et qui dit que le titre de cet article, qui a été signé par un historien connu qui s'appelle Robert Zarensky, il s'appelle « L'échec de l'élection sera un succès démocratique ». Vous voyez un peu, c'est-à-dire que si vous n'allez pas voter
pour le vote qui a été organisé en décembre 2019, ben, c'est une victoire pour la démocratie. Vous voyez un peu, c'est pas juste de l'ingérence des États-Unis par rapport à des élections. Il faut dire que la population est divisée. Il y a des gens qui sont contre les élections, il y a des gens qui sont pour les élections. Mais pourquoi empêcher des gens de voter? Et c'est ça, et c'est à ce moment-là que je me dis qu'il y a une volonté d'orienter le Hirak dans une des directions qui n'est pas nécessairement la direction qui a l'unanimité du peuple. Et je dis tout ça et je maintiens ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à la sortie de mon livre, m'ont accusé d'être contre le Hirak. Je ne suis pas contre le Hirak. Je suis pour un Hirak algéro-algérien complètement nettoyé de toute ingérence étrangère. Je veux que les gens qui sont dans le Hirak n'aient pas de compte à rendre à des puissances étrangères. Justement, M. Ben Saada, quand vous dites qu'ils n'ont pas de compte à rendre à des puissances étrangères ou à des officines, comment ces officines, justement, cherchent à s'imposer en Algérie et quel type de régime veulent-elles vraiment imposer? Alors, à mon avis, ces officines, on les voit très bien. Il y a deux volets, en fait. Il y a le volet économique, parce que tout ça, c'est de l'économie, hein, la politique. C'est comme tout ce que vous voyez, c'est par rapport à des intérêts économiques. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, quand vous voyez une émeute quelque part ou quelque chose, vous vous posez la question, mais où est l'argent? Si vous trouvez où est l'argent, vous allez trouver qui a fait ça. Donc, il y a une volonté en fait, d'ouvrir les marchés, de faire ce qu'a appelé George Soros l'open society, c'est-à-dire une ouverture du pays et un État qui se délaisse en fait de certains secteurs qui touchent la population. On l'a vu, c'est la politique du néolibéralisme dont on a vu les conséquences récemment avec la pandémie du Covid-19. Alors, il y a ça, puis il y a aussi autre chose. Dans certains pays, quand ça marche pas pour une raison ou une autre, qui est très long d'expliquer ici, vous avez la destruction d'un État. Alors, et il faut pas aller très loin. Juste un pays voisin à nous est complètement détruit actuellement et il est la proie d'intérêts et d'ingérences étrangères. Donc, vous parlez de la Libye, évidemment. Je parle de la Libye et je parle aussi de la Syrie. On peut parler du Yémen parce que tous ces pays-là, ce sont des républiques arabes et ce sont des républiques qui ont à un certain moment été dans le front du refus par rapport à la politique à mener envers Israël. Donc tout n'est pas, il n'y a pas de hasard dans la politique. Tout ça, c'est des choses qui sont bien menées et mon livre n'est pas, en fait, mon livre n'est pas une somme de vérité, c'est une somme de faits. Moi, mon livre propose un débat sur ça. C'est-à-dire que si je reçois de l'argent de l'étranger, est-ce que je sers mon pays ou je sers l'étranger? Faisons ce débat-là. Et ce débat a été fait. Je me rappelle en 2011, le célèbre cyberactiviste Sami Benrabia tunisien, qui avait écrit un très bel article disant « Mais nous sommes formés par les Américains, nous recevons des formations un peu partout, mais est-ce que en faisant ça, est-ce que nous sommes libres de penser ce que nous voulons ou est-ce qu'on ne fait pas le jeu des Américains? » Pour rebondir un peu, allô? Oui, je vous entends. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, M. Ben Saada, selon vous, pourquoi les ténors autoproclamés du Hirak s'attaquent-ils à l'armée nationale populaire qui demeure un ferme socle de l'État-nation? Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une volonté de vouloir déstabiliser l'État en s'en prenant justement à la seule et l'unique institution qui demeurait garant de la stabilité, ou il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière cette volonté? Alors, nous avons vu très bien au début du Hirak que c'était Khawa Khawa, Jishab Khawa Khawa, c'est frère. Oui, on se rappelle très bien. Et en plus, ça c'est une technique qui a été inventée par le fameux, le célèbre philosophe américain Gene Sharp et qui a été repris par les activistes de Canvas. Et c'est en fait de dire que l'armée, c'est-à-dire les forces policières, l'autorité policière,
les forces de l'ordre en général, que ce soit la police ou l'armée, doit être khawa, c'est-à-dire frère, avec le peuple, et non pas avec ce qu'ils appellent les autocrates ou les tyrans. Okay? Mais dès que les premiers acquis ont été obtenus, ça a changé. Ça a changé et l'armée est devenue une cible. Mais moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec l'armée, qu'on ait des questions à se poser par rapport à une foule de choses, si on touche à l'armée d'un pays, il n'y a plus de pays. Il ne faut pas confondre les institutions étatiques et le gouvernement. Les gouvernements changent. Les structures étatiques, l'État-nation ne doit pas être touché. Et si on touche à l'armée, on ouvre la porte à un chaos qu'on ne peut pas imaginer. Parce que ce qu'on a vu dans les autres pays, si ça arrive en Algérie, ça va être pire. Parce que nous sortons d'une décennie noire, donc nous savons ce qui s'est passé. Nous savons les dégâts qui ont été provoqués à la suite de problèmes politiques. Sans oublier bien évidemment le rapport que la population a envers son institution militaire et qui est une armée moderne, professionnelle, légaliste et républicaine. Après, moi, j'ai une question qui me turlupe un peu, c'est Monsieur Ben Saada, comment vous voyez les perspectives du mouvement populaire pacifique en Algérie à court terme? Alors c'est difficile, moi je suis jamais dans la politique fiction, je ne sais pas ce qui va se passer en général, mais ce que je peux dire, c'est que pour faire de ce Hirak quelque chose de bénéfique pour le pays, parce que le Hirak est quelque chose d'extraordinaire, il a permis vraiment de conscientiser tout un peuple du marasme dans lequel il vivait, et pour continuer de cette lancée-là, il faut qu'il ne soit pas guidé de l'étranger, il faut qu'on se parle. Il faut que ce Hirak puisse en parlant, en discutant, en ouvrant l'espace médiatique et en ouvrant en fait ce débat constructif qu'on peut avoir et ne pas tomber dans les mêmes travers de l'ancien système. D'ailleurs, M. Ben Saada, effectivement, vous avez plaidé pour un encadrement juridique du financement des ONG. Allant dans le sens de son interdiction, notamment le financement de celles impliquées dans les manifestations en Algérie consacrées au Hirak. Justement, comment pouvez-vous nous éclairer davantage comment procéder justement pour essayer de rompre avec ces anciennes pratiques qui ont pour but justement de semer le chaos en Algérie? Alors, j'ai écrit plusieurs articles sur les ONG et sur le phénomène que j'appelle l'ONGisme. C'est quelque chose d'assez historique. On pourrait faire une émission juste sur ça. Ce que je dis, c'est que ces ONG qu'on connaît, on pourrait même citer quelques-unes, par exemple la NED, National Endowment for Democracy, que je viens de citer, mais il y a aussi le Freedom House. Il y a aussi 4 satellites de la NED qui sont très actifs, c'est l'IRI du Parti républicain et le NDI du Parti démocrate américain. Et vous avez l'USAID, fameuse surtout en Amérique latine, et vous avez un organisme privé, celui de George Soros, qui s'appelle Open Society. Tous ces organismes-là... Très influents au-delà de l'Algérie, d'ailleurs. Non, dans le monde entier. Je veux dire, y compris en France, voilà. C'est partout. Il y a des histoires, vous pourrez remonter à la Pologne, vous pourrez remonter aussi aux pays de l'Est. L'Ukraine, ils étaient extrêmement présents dans l'Euromaïdan où on a vu ce que ça a passé. Un président parfaitement élu qui a été obligé de partir et ont placé des gens à sa place et des gens qui sont pro-américains. On a vu ce qui s'est passé récemment avec les histoires de Joe Biden, etc. Donc, ces organismes-là sont interdits dans plusieurs pays. En Russie, il y a eu tellement d'ingérence dans la politique, dans les élections, etc., que la Russie a tout interdit. C'est-à-dire, il interdit d'avoir des relations avec ces organismes-là. Vous avez aussi, par exemple, en Égypte, j'avais écrit déjà en 2011, quand il y a eu les manifestations de la place Tahrir, j'avais écrit, ça avait été publié aussi dans le grand journal Ahram, et en 2012, tous ces officines-là ont été fermées. En Venezuela, par exemple, il y a eu aussi et plusieurs pays
ce qu'on appelle l'ALBA, c'est des pays de l'Amérique latine, qui ont interdit ces organismes-là. Et vous savez, ce qui est étrange, et ce que dit le fameux historien William Bloom, il dit ce que fait les États-Unis à l'étranger, on peut même pas le faire, on peut pas le faire aux États-Unis, parce qu'il y a une loi. La loi s'appelle le Foreign Agent Registration Act. C'est une loi qui interdit à des organismes étrangers de financer des partis à moins de s'enregistrer. C'est-à-dire il y a un contrôle de l'argent. Alors moi, ce que je prône pour l'Algérie, c'est que soit ces organismes locaux, des ONG locales, reçoivent de l'argent et elles le déclarent et elles disent pourquoi ils ont reçu cet argent-là, soit, si on ne peut pas faire ça, c'est d'interdire complètement. Parce qu'il n'y a personne, mais alors personne qui va vous donner de l'argent pour vos beaux yeux. Il n'y a pas de philanthropie en politique, il n'y a pas de philanthropie. On vous donne de l'argent, c'est pour vous faire dire quelque chose ou vous faire d'autres choses. Voilà. Alors, Yasmina, si tu permets, on va juste faire une petite pause pub parce que c'est important. Et on se retrouve dans un instant pour les 5 dernières minutes, pour les toutes dernières questions de Yasmina Omad sur France Maghreb 2 avec Ahmed Ben Saada qui est notre invité depuis le Canada. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. En tout cas, merci d'être avec nous, Monsieur Ben Saada, depuis le Canada. Merci beaucoup, Monsieur Roux. Alors, j'ai une petite question, moi, cela dit. J'écoute avec beaucoup d'attention et je dois dire que ce qu'il y a écrit dans votre livre, on l'a aussi dénoncé à notre manière, aussi depuis ce Hirak. Voilà, on a suivi de près ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de savoir, franchement, comment, parce que beaucoup n'ont pas compris comment ça avait démarré le 22 février dernier en Algérie. Je peux juste vous donner un petit exemple. À titre d'exemple, j'ai des amis chroniqueurs qui étaient partis faire un petit séjour en Algérie 2 mois avant. Personne n'avait vu venir ce qui allait se passer. Tout le monde était même limite résigné avec ce fameux 5e mandat. Est-ce qu'on a un début d'explication de ce qui s'est passé et de ce pourquoi des millions de personnes sont venues dans les rues en Algérie pour ce Hirak? Alors, ce qu'on constate lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé dans les pays que j'ai cités tout à l'heure, beaucoup de pays où il y a eu des révolutions ou des manifestations populaires, c'est que en fait, il faut être clair, ce sont pas les pays étrangers qui déclenchent les manifestations. En fait, il y a ce que j'ai appelé dans mes livres un terreau fertile à la contestation. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes sociaux, économiques, politiques, de manque de démocratie, etc., dans des pays, qu'à un certain moment, il y a un ras-le-bol total. Et il y a des manifestations. Mais des manifestations, il y en a eu beaucoup. Si vous regardez, par exemple, en 2008, Al-Mahalla, en Égypte, il y a eu des grosses manifestations. Ça n'a pas abouti à faire partir Moubarak. Vous avez, par exemple, la même chose, les manifs de Gafsa, par exemple, en Tunisie, quelques années avant le printemps, ce qu'on appelait le printemps tunisien. Mais j'aime pas le mot de printemps parce que c'est un mot occidental. Là. Moi, et en plus, c'était en hiver. C'était en hiver, en plus. Et donc, c'est pas toutes les manifestations qui aboutissent. Mais on se rend compte maintenant que, avec les formations dont j'ai parlé tout à l'heure, dès qu'il y a ce ras-le-bol général qui est créé par les conditions, c'est-à-dire les conditions locales, il y a donc une orientation. C'est-à-dire que des professionnels des manifestations, des gens qui vont vous dire bon, il faut s'organiser, il faut donner des fleurs aux policiers, il faut balayer les rues, il faut faire des pièces de théâtre. Alors, tout cela, si vous regardez, et j'ai écrit un article très éloquent à ce sujet, vous avez 199 méthodes d'action non violente dans un livre qui est distribué gratuitement par Canvas. Donc, comprenez, donc vous avez des méthodes comme ça. Et quand vous voyez ces méthodes, ce sont des méthodes extrêmement efficaces. Donc, moi je dis la chose suivante, c'est que le départ vient de problèmes sociaux. S'il n'y avait pas de problèmes sociaux, il n'y aurait pas eu d'émeutes de ce type-là. Mais une fois que le processus démarre, là, on a des gens qui sont formés. Puis les formations ne datent pas d'hier.
On peut remonter, les premières émeutes ont eu lieu en fin 2010 en Tunisie, mais les formations, moi je peux remonter jusqu'en 2005 ou 2006. Ouais. Même j'ai parlé d'une formation qui a été faite en l'an 2000, dans mon dernier livre, en l'an 2000 à Sao Paulo, au Brésil, où des gens d'autres ports, je vous rappelle que les révolutions colorées ont commencé en Serbie en 2000 et ils ont été faites par un groupe qui s'appelle Otpor. Mais vous avez deux fondateurs d'Otpor, Slobodan Homan et Slobodan Djinovic, qui étaient présents à cette conférence pour montrer aux gens comment faire un changement de gouvernement, un changement de régime. Et vous avez deux personnalités extrêmement connues du Hirak qui étaient présents et une. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Pardon de vous interrompre, M. Ben Saada, parce qu'on est de retour de nouveau à l'antenne sur France Maghreb 2. Ce fut très intéressant, y compris pendant la pub et en live sur Facebook. On a parlé, Yasmina, de comment avait commencé finalement le 22 février ces manifestations et ces millions de personnes. Il nous reste 4 minutes, Yasmina. Peut-être la place pour 2 questions. Si M. Ben Saada raccourcit un petit peu ses réponses, on peut y arriver. Allez, on y va, Yasmina. Alors, bien évidemment, on souhaiterait savoir pourquoi ce livre enquête. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas attendu le Hirak pour écrire sur ces phénomènes-là, des phénomènes de révolte populaire. J'ai étudié ce phénomène à Hong Kong, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Ukraine, et j'ai écrit des articles qui ont été traduits en plusieurs langues. Et donc, il ne m'est pas permis, en tant qu'Algérien et amoureux de ce pays, de ne pas dire ce que je sais. C'est-à-dire, il n'est pas question pour moi de le taire. C'est-à-dire que moi, je n'écris pas ce livre pour nuire à quelqu'un. Moi, je ne connais pas les personnes que j'ai citées dans mon livre, mais je connais ce qu'ils font, les faits relatifs à ces personnes-là, les relations de ces personnes-là. Et ce n'est pas une attaque contre ces personnes-là. C'est en fait de démystifier un système et de porter ce débat à la population. Un livre, c'est une invitation au débat, en fait. Vous comprenez? Et donc, ce livre-là est venu, et en fait, je dois vous avouer, il devait être écrit au mois de janvier, bon, mais je n'ai pas pu l'écrire, je suis rentré à Montréal, et je suis coincé, à cause du Covid-19, je suis coincé, et donc, mon temps, j'ai profité du temps du temps libre que j'ai pour écrire ce livre. C'est vraiment un concours de circonstances. Et comme vous le savez, votre livre a suscité une vive polémique. Vous faites l'objet, depuis l'apparition de votre livre, Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak, d'une campagne de dénigrement et d'attaques personnelles menée par une poignée d'individus non cités dans l'ouvrage, pour certains avant même de l'avoir lu. Qu'est-ce que ce livre Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak a de particulier pour susciter cette virulente réaction? 1 minute, cher monsieur Ben Saada, pour la réponse. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis, c'est que le journalisme en Algérie a un gros problème. Il y a un manque de professionnalisme dans le journalisme algérien. Dès qu'on dit quelque chose qui ne plaît pas à certains, on utilise l'insulte et on essaie de le discréditer, pas par rapport au contenu du livre, mais par rapport à la personne. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Merci, Monsieur Ben Saada, en tout cas, d'être venu nous présenter. On peut d'ailleurs voir à l'écran le livre et puis le site internet et toutes les informations utiles pour vous suivre, bien sûr. Merci d'avoir répondu aux questions d'Yasmina Ahmad et de nous avoir éclairé donc sur cette enquête qu'on peut se procurer. Il est en vente partout, Monsieur Ben Saada, ce livre. Alors, il est en vente en Algérie actuellement, un peu partout dans toutes les villes algériennes. D'accord, en Algérie. Ben Saada, oui. d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous dans le grand forum sur France Maghreb. Je vous remercie pour votre invitation. J'en ai pas eu beaucoup. En fait, je parlais du journalisme. En fait, en Algérie, à part 2 émissions radio, j'ai pas fait grand-chose. Et je suis ouvert aux invitations, contrairement à ce que certaines personnes disent. Et vous êtes prêt à débattre, Monsieur Ben Saada, éventuellement? Je suis même prêt à débattre avec les gens que je cite dans mon livre. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, on peut organiser ça. Merci. En tout cas. Monsieur Ben Saada, et merci Yasmina Ahmad d'être venu. À très bientôt, portez-vous bien.
Merci beaucoup. Bon, les amis, je vous salue. Je vous retrouve demain à partir de 16h. Faites un petit tour du côté de CNews demain matin. Oui, je vais faire une petite apparition chez Morandini. Je vais débattre face à quelqu'un que vous connaissez, Jean Messia, du RN, sur l'affaire Adama Traoré, demain 10h30 sur CNews. Dans un instant, Béjet sur France Maghreb 2. Restez bien fidèles au poste. Merci d'avoir suivi en masse et en nombre cette émission une nouvelle fois aujourd'hui. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures à 16h. Ciao. Et puis restez bien connectés sur Christophe Le Grand Forum parce qu'il y aura peut-être une petite conférence de presse qu'on va retransmettre tout à l'heure. Ah bon? Le grand... Oui, tout à fait. Ciao. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.